Ah yeah. Actualités. On n'a pas de nouvelles de layoffs aujourd'hui, surprenamment. Là. Critique. Si c'est un 91, là, god damn, this game's gonna be glorious. Rumeur. Tu gardes en tête que ça veut pas dire à 100% que c'est legit, là. Discussion. Puis si la successeur de la Switch n'a pas du backwards compatibility, yo, ça va faire mal. Réaction. C'est pire que Skull Island Rise of Kong. That is crazy. La VIICTIIMINUTE avec Victim. Mesdames et messieurs, bienvenue à la VIICTIIMINUTE du jeudi 28 mars 2024. Où est-ce qu'on jase de l'actualité dans le monde du jeu vidéo et du divertissement? Aujourd'hui, en manchette, on parle de leaks pour une révision de la Xbox Series X, des critiques pour Open Roads qui sort aujourd'hui, de la 3e saison de du show HBO Euphoria qui ne sortira probablement jamais. Mais commençons avec le fait que tout le monde vend leur studio, ou plus spécifiquement, qu'Embracer Group vend leur studio qui était sous leur bannière. Donc, il y a une couple de semaines, on a couvert comme quoi que Saber Interactive avait été vendu du roster de studios appartenant à Embracer Group. Et là, il y avait des petits oui-dire qui disaient que tune in next month pour l'éventuelle vente de Gearbox Software. Eh bien, hier soir ou ce matin, je suis comme plus trop sûr, mais il me semble que j'avais regardé mon cell à genre minuit et demi or something. Puis là, la nouvelle a été comme confirmée. Bref, dans les dernières heures, là, il y a eu la confirmation comme quoi que Embracer Group vend Gearbox Software à Take-Two Interactive, ce qui est pas un partenariat random parce que Take-Two a 2K, ils ont Private Division aussi si je me trompe pas, puis tu sais, c'est eux qui publish en fait 2K spécifiquement là, c'est eux qui publish Borderlands, et Borderlands qui est une série qui a été développée par Gearbox là, fait que it makes sense qu'ils s'associent avec Take-Two pour la suite des choses. Fait qu'ils vendent le tout pour la somme de 460 millions de dollars alors qu'ils ont acquis Gearbox en 2021 si je me trompe pas. Ça fait pas tant longtemps que ça là, que Embracer a les droits à Gearbox Software. Ils ont acheté le tout pour 1,3 milliard. Fait que ils ont vendu à perte en esti. Fait que non seulement Gearbox va maintenant faire partie de la bannière de Take-Two Interactive, mais aussi tout ce qui est Borderlands, Tiny Tina, Homeworld, Risk of Rain, Brothers in Arms et Duke Nukem. Fait que toutes des franchises auxquelles Gearbox a les droits, right? Imagine autant tanker sa propre franchise au point de vouloir vendre ses droits. Mais je pense pas que c'est une question de tanker. Je pense pas que Gearbox a nécessairement fait de quoi de pas correct pour être vendu. Je pense qu'Embracer Group en ce moment c'est la panique. On l'a vu au travers des dernières années même, qu'ils ont de la misère. Puis il y a comme le deal avec l'Arabie Saoudite là, qui revient tout le temps, qui a comme pas eu lieu, et ça a mis des bâtons dans les roues de tout ce qui est le modèle d'affaires de Embracer Group. Et là, ils ont cancellé des projets, ils ont mis à pied du monde, ils ont fermé des studios, etc. etc. Fait que là, ils sont en recherche de solutions. Puis, une des solutions, I guess, qui est la plus logique pour eux, pour avoir une entrée d'argent rapido, puis quand même significative, c'est de vendre les studios qui ont un certain bagage. Tu regardes le lot de studios qui appartient à Embracer Group, beaucoup de AA dans ce lot-là. Puis Gearbox puis Saber, c'est pas mal deux des compagnies qui ressortent le plus du lot, là, tu sais. Fait que, yeah. Quand même une énorme perte. Mais là, j'ai vu que Stephen Totello, il dit que c'est pas nécessairement 1,3 milliard qu'ils ont payé, là. Il dit RE Embracer paying 1.3 billion dollars for Gearbox versus selling it for 460 million. Not quite. In 2021, Embracer paid 363 million for Gearbox, half in Embracer stock,
$1 billion more tied to targets over 6 years. Fait que c'est pas en réalité 1,3 milliard. C'est au travers des années, ça aurait été ça. Embracer now sells Gearbox for $460 million. Take-Two pays in new stock. Embracer post fees stock sale expects $300 to $330 million in cash. Fait qu'en théorie, right, il n'y a pas une perte. C'est actually gagnant pour Embracer Group in the long run. Bref, it's just funny que Embracer ont payé 1,3 milliard puis le vendent à 460 millions, là, tu sais. Puis en même temps, ce serait quasiment insultant un peu pour Gearbox, tu sais, de faire comme, ok, ouais, vous nous avez acheté pour ce montant-là, puis là, vous dites qu'on vaut ça, alors que, tu sais, on a un film de Borderlands qui s'en vient, on a sorti Tiny Tina Wonderlands depuis l'acquisition, tu sais, il y a aussi d'autres, tu sais, tout ce qui est Gearbox Publishing aussi, on publish des indie games, il y a Risk of Rain Returns qui est sorti last year aussi, tu sais, il y a plein d'affaires qui justifieraient une certaine augmentation de la valeur, parce que c'est ça qui arrive dans tout, là, tu sais, tous les chiffres augmentent ou presque. Fait que là, si on va lire la sortie de presse sur le site d'Embracer Group. Donc, Embracer Group has today entered into an agreement to divest the Gearbox Entertainment for a consideration of $460 million US. Un autre Borderlands un jour? Tu me devances, Nick. On y arrive très bientôt. To Take-Two Interactive. The proceeds from the deal will, upon closing, include Gearbox Publishing San Francisco to be renamed, with the publishing rights to the Remnant franchise, the upcoming Hyper Light Breaker, and other notable announcement game releases. Tu sais, je parlais de projets ou de trucs qui font en sorte que ben, la valeur a augmenté de Gearbox. Remnant 2, ça a été un succès across the board, là. Niveau critique et niveau vente versus le premier jeu. En plus, ils ont secure that Game Pass bag, which is pretty cool. Hyper Light Breaker va sortir en Early Access cet été. Il y a un certain hype derrière ça. Fait que, of course, que ça aurait été cave en bout de ligne qu'ils vendent à autant de pertes, là. T'sais? Today's announcement marks the result of the final structured divestment process and is an important step in transforming Embracer into the future with notably lower net debt and improved free cash flow. Là, le tabarnak, là. S'il y a encore des layoffs après ça au sein d'Embracer Group, là, je vais me poser des questions en esti, là. T'as vendu Saber Interactive, t'as vendu Gearbox, t'as closé le studio en charge de Time Splitters, t'as cancel This, That and the Other projects. Je pense que c'est assez, là. OK? Plus besoin de couper, là. Through the transaction, we lower business risk and improve profitability as we transition to becoming a leaner and more focused company. After evaluating several options for Gearbox, I'm happy that we have reached a solution that is in the best interest for all stakeholders. Randy and the team have been great team members throughout the past years, and I would like to thank all of them for that. As one of the world's greatest game developers, I'm confident that Gearbox will continue to innovate and thrive in their new home within Take-Two, says Lars Winchfors, co-founder and CEO of Embracer. As a significant long-term Embracer Group shareholder, I believe in the strategy of the Embracer Group going forward, and I'm completely convinced that this transaction is the best possible scenario and an obvious net positive arrangement for Embracer Group, for Take-Two, and of course for Gearbox Entertainment. My primary interest is always Gearbox, especially our talent and our customers. I want to personally assure fans of our games that this arrangement will ensure that the experiences we have in development at Gearbox will be the best they can possibly be, says Randy Pitchford, founder and CEO of Gearbox Entertainment. Prochaine étape, c'est fermer Embracer. Je pense qu'ils ont trop de studios pour faire ça. Je pense qu'il y a trop d'affaires qui font partie de la bannière de Embracer Group qui peuvent pas juste closer ça de même, là, tu sais. Mais, c'est n'empêche qu'il pourrait changer de CEO aussi. That would probably help things. Right? Avoir une différente mentalité, là. That could be something.
Fait que les éléments clés là, de la transaction, the purchase price on a cash and debt-free basis and assuming a normalized level of working capital amount to 460 million US dollars and will be subject to adjustments by customary purchase price mechanics. The consideration at closing will be paid 100% in newly issued Take-Two shares. The number of Take-Two shares will be calculated by dividing the purchase price by the volume weighted average closing price per share on Nasdaq. Ok, là je lis tout ça. I have no idea what that means. Ok, the stock market, the shares, all that. Je suis pas assez informé par rapport à ça. De ce que je comprends, c'est qu'ils vont payer avec des actions d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est pas nécessairement du cash money direct. But at the end, you're still gonna get some cash money? C'est pas très clair. Bref. Embracer intent is to sell these shares to receive cash proceeds soon after closing. Et voilà. Donc, ils vont avoir des actions de Take-Two en retour. Et là, Embracer va se charger de vendre ces actions-là pour avoir un profit. Fait que pourrait peut-être avoir plus que 460 millions, peut-être moins, tout dépendamment de la bourse, I guess. Comme je vous dis, je suis zéro informé, là. Je fais juste hypothéser des choses, mais d'après moi, c'est de même que ça marche. Là, il parle plus de stock market bullshit. Fait que si on regarde là, quels studios et quelles entités sont affectés, donc Gearbox Software, le main studio au Texas, et les deux studios québécois, Gearbox Montreal et Gearbox Québec, qui vont maintenant faire partie de Take-Two Interactive. Puis comme j'ai dit, Borderlands, Tiny Tina, Homeworld, Risk of Rain, Butters and Arms, Duke Nukem. The retained assets include Gearbox Publishing San Francisco to be renamed prior to closing, formerly named Perfect World Entertainment, including the publishing rights of the Remnant franchise, the upcoming Hyper Light Breaker, and other notable unannounced game releases. Ok! Ok! Je pense que j'avais pas catché au début. Mais tout ce qui est la Gearbox Publishing, donc la division là, qui publish des indies ou des AA sous le nom Gearbox, ça va rester au sein d'Embracer Group. C'est vraiment comme les studios de développement, là, les actual developers qui ne feront plus partie d'Embracer Group. Mais le Gearbox Publishing qui va être rebrandé, fait que ça sera même plus en lien avec Gearbox. Là. Ça reste au sein d'Embracer Group. Cryptic Studios, Lost Boys Interactive et Captured Dimension. Lost Boys Interactive, c'est pas eux qui ont... What are they working on? The studio. Project Shift 15. En fait, quoi exactement? Lost Boys Interactive. Je sais pas. Si on retourne à la Wikipédia, ça... C'est ça, on avait vu ça là. Lost Boys Interactive hit with massive layoffs. Il travaillait sur quoi? Je le trouve pas. Bref. C'est pas plus important là. Je suis rendu où là? Embracer Financial Impacts avec ces plein de chiffres que je pourrais pas vous dire exactement ce que ça veut dire là. Fait que closing the transaction or closing of the transaction is expected to take place in Q1 of fiscal year 2024-2025. Donc, c'est comme typiquement dans les années financières des compagnies là, le 1er avril, c'est là que la nouvelle année financière débute. Right? Fait que à partir de la semaine prochaine et dans le premier quart de fiscal year 2024-2025, c'est là que ça va être closé. Fait que ça prendra pas genre 12 mois là, 1 an, comme avec le Activision Blizzard deal. Je pense pas qu'il va y avoir un blocage de la part du FTC à ce niveau-là. Là. C'est beaucoup moins... c'est sur une échelle beaucoup moins élevée. Fait qu'il devrait s'en tirer indemne. Ça dit aussi qu'il va y avoir une présentation de la part de Embracer Group pour parler de tout ça. Fait que, yeah, fait que...
On vit dans une... On a vécu l'époque des mergers and acquisitions, right? Des M&As, comme je l'ai écrit dans ma manchette dans mon autre scène, là. Puis là, on est rendu à vendre tous les studios qu'on a acquis. Which is a bit funny if you ask me. Et là, Nick East in chat pose la question: est-ce qu'on va avoir un autre Borderlands à un moment donné? Eh bien, 2K Games ont confirmé comme quoi que Gearbox travaille bel et bien sur le prochain Borderlands. Donc, Randy Pitchford l'avait un peu teasé là, dernièrement là, via une entrevue or something like that. Là. Je me souviens plus c'était quoi précisément, mais on l'avait déjà couvert lors d'une VIICTIIMINUTE antérieure. Et là, 2K confirme le tout. Donc, the news was confirmed today to coincide with the announcement that publisher Take-Two is acquiring Gearbox Entertainment for Embracer Group for up to $460 million. With nearly 20 years of history working together, Gearbox has played an integral role in our success, given their unique ability to create interactive entertainment experiences that feature beloved characters, exciting new worlds, and humorous storytelling, said David Ismailer, president of Take-Two Publishing Label 2K. Et là, je me pose une petite question, là. Parce que je pense, actually, que Gearbox n'a jamais publié un jeu. En tant que dev, là, n'ont jamais publié un jeu sous la bannière d'Embracer Group. Parce que Tiny Tina, c'est 2K qui l'a publié. Et je pense que c'est le dernier jeu qu'ils ont fait. Si tu regardes là. T'as eu Risk of Rain 2 qui a été publié au travers de Gearbox Publishing. Fait que c'est pas eux qui l'ont nécessairement développé. Et là, New Tales from the Borderlands. Oh my god, j'avais oublié que ce jeu-là avait sorti. What a forgettable ass game. 2K Games l'ont publish. Tiny Tina 2K. Borderlands 2K. Ça remonte avant le Battleborn. Est-ce que ça se rappelle le Battleborn? Holy shit, un autre forgettable ass game. 2K Games. Homeworld Remaster, c'est Aspire. Hey, ils ont pas publié grand. Ils ont pas mal fait affaire avec 2K Games. Si on monte à plus loin, là, Brothers in Arms, c'est avec Ubisoft. Mais. Yeah, that's kind of funny. That's kind of funny. Je suis rendu où? We're thrilled to welcome Randy Pitchford and his team of passionate, talented developers to 2K, and we look forward to releasing numerous projects in the future as colleagues. Genre, comme quelqu'un aurait pu penser que Gearbox faisait déjà partie de la bannière de Take-Two Interactive parce qu'ils ont tout le temps collaboré avec 2K pour tout ce qui est la publication de leur jeu. We have loved partnering with Gearbox on every iteration of the Borderlands franchise and are excited to be in active development on the next installment in the series. Donc, yeah, stay tuned pour Borderlands 4. Comme qu'on a pu voir, Borderlands 3 plutôt, est sorti en... Je sais pas si c'était en 2022. Quoique... Non, c'est genre en 2021? Non, 2019. What? 5 ans déjà? Ou 3 ans et demi? Fait que... yeah! On pourrait avoir des nouvelles prochainement là, de Borderlands 4. J'ai pas joué à Borderlands 3. J'ai skip on it. Beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient été déçus de ce que le jeu avait à offrir en bout de ligne. Là. Moi, mon Borderlands préféré est la seule bonne réponse à la question de quel est votre Borderlands préféré. It's the Borderlands 2, ok? Pas de pre-sequel, pas Borderlands 1. C'est le 2. Fait que maybe the 4 will be where I head back. Et je me souviens, man. Borderlands 1. Borderlands 1, je l'avais fait au complet avec mon frère. Split screen co-op sur Xbox 360. Le 2, je l'ai commencé avec lui et je l'ai terminé tout seul parce que je m'avais pogné big time avec lui. For probably some stupid ass shit dans le jeu là. Oh, Tales from the Borderlands, c'est actually another good answer. T'es pas grave.
Ouais, le 2 terrible, mais le 3 est très bon aussi. I'll take your word for it, là. Comme je l'ai dit, je me fie à des gens on the internet. Alors que je n'y ai pas joué de mon côté. Dans d'autres nouvelles de studios qui vendent leur studio, de compagnies qui vendent leur studio, ça n'a pas de sens de studios qui vendent leur studio, là. Sega, de leur côté, ont décidé de vendre le développeur de Company of Heroes, Relic Entertainment, en plus de couper 240 emplois en Europe. Sega qui avait déjà fait des coupures dernièrement. Il avait cancellé aussi Hyenas, le jeu de justement Creative Assembly. Creative Assembly qui a déjà été hit hard with layoffs. Et des coupures. Et là, bang, once again. Can't catch a break. Il y a aussi Sega Hardlight qui va être affecté par toutes ces mises à pied-là. What a weird time pour l'industrie, pour vrai. On n'est plus dans l'acquisition, on est dans les ventes, les layoffs, les ci, les ça. God damn. Autre reporting venant de nos amis chez VGC, Sega has announced plans to sell Relic Entertainment and cut 240 jobs in Europe. Vancouver, Canada-based Relic specializes in real-time strategy games, including the Company of Heroes, Age of Empires, and Homeworld series. Sega said it is selling Relic to a holding company to be newly established in the UK investment company Emona Capital LLP, but that further details weren't being disclosed to the request of the transferee. The majority of the 240 job cuts will be made at Creative Assembly and Sega Europe, with a smaller number also being cut as Sega Hardlight, all three of which are based in the UK, following a review of the medium-term lineup of its European studios. Sega also said it has decided to implement write-downs of work in progress on some titles in development. As a result, it expects to record a loss of 5.6 billion yen, donc qui est l'équivalent à 31 millions de dollars at cost of sales. The way I see it, le chat, si c'est pas Sonic ou Persona ou genre Yakuza, c'est pas worth it pour Sega. Comme, c'est la seule affaire que ça génère vraiment beaucoup d'attention et beaucoup d'argent, on dirait. Le reste, not so much. On se cotise les petits chums puis on s'ajoute un studio. Le premier qu'on leur demande de faire, c'est Abandon. Eh là là. Ça, c'est une façon de perdre son argent. OK? Et de jamais revoir une crise de scène de cet argent-là. They're just gonna take the money and run. Like they did with PlayStation, peut-être. C'est quand même fou qu'on a rien eu hein, depuis le teaser là, qui avait drop. Que c'était justement juste du plancher. Du plancher flottant. Non, c'était genre une vieille cabane. Je te dis. What a saga cette histoire-là. Sega is working closely with Relic on this shift, and we wish them the best for the future. Newly appointed Sega Europe head Jurgen Post told staff via GameIndustry.biz. I want to sincerely apologize for the worry and understandable distress this news will cause, particularly for those directly affected. These decisions have been incredibly tough to make, and they follow meticulous consideration and deliberation with leadership teams across the business. À chaque fois que je lis ça, je suis comme, man, doubt. Press X to doubt. Change is necessary to secure the future of our game business and to ensure that we are all well placed to deliver the best possible experiences to our players going forward. We need to streamline, focus on what we are good at, aka Sonic, Persona et... Mais quoi que c'est même pas eux qui le développent, ils publish genre Persona et Yakuza / Like a Dragon. Sonic, c'est eux qui le développent par exemple. Là. Toute la team chez Sonic Team. Et d'autres studios aussi, là, pas juste Sonic Team. And position ourselves as best we can for the road ahead. In order to do that, we need to respond to the changing economic landscape and the challenges we're facing and the way we develop our product and bring them to market.
you've already heard this mumbo jumbo, right? Le landscape économique, les conséquences économiques, le marché actuel, same bullshit depuis des mois. Fait que rien qui change à ce niveau-là. Sega Europe laid off 121 employees at Relic in May of 2023 and last September, following the cancellation of some projects from its European studios, including Creative Assembly's Hyenas. It cut further 250 jobs. Fait que Relic là, a été hit fucking hard. Relic et Creative Assembly ont été hit hard là, dans la dernière année, which is a bummer. Mais comme j'ai dit, puis je le crois sincèrement, là, genre c'est plate à dire, mais en même temps c'est des développeurs qui travaillent sur des franchises / jeux qui sont quand même niches, fait qu'ils ont pas autant d'attention et autant de retombées. Puis tu sais, je veux pas discréditer ces jeux-là, là. Je suis sûr que pour les expériences que c'est, puis là, si t'aimes ce genre de jeu-là, c'est fucking great. Mais c'est pas ça qui génère le plus d'attention, le plus de hype, le plus de revenus pour Sega. Fait que où est-ce qu'ils vont couper là-dedans, tu sais? Mais Sonic, Persona, Like a Dragon, c'est des franchises qui ont un gros fandom. Puis c'est ce qui rapporte les big bucks, là, tu sais? C'est un peu dommage, but that's the fucking industry, man. What can I tell you? What can I tell you, dude? You need to chase that fucking high. Faut que t'ailles chercher le maximum, le plein potentiel, or else you're jack shit dans cette industrie-là. Ce qui est un horrible mindset to have, mais bienvenue dans l'industrie du jeu vidéo en 2024, les amis. Et si vous êtes comme, ben je comprends pas, I mean, si vous êtes un long time viewer et vous ne comprenez toujours pas la réalité de l'industrie à this point, je sais pas comment l'aborder autrement. Pour vrai, là, comme... It's the same shit every week, là. Puis le pire, c'est que là, 2 jours, j'étais comme... On parlait de comme GDC, le landscape de l'industrie, puis j'étais comme, hey, ça fait un bout qu'on n'a pas eu de layoffs. Et là, of course, juste avant le congé pascal, avant qu'on célèbre la résurrection de Jésus. Genre, faut que ça arrive tout one shot, tu sais. God damn. D'autre part, concernant Sega, ça c'est une... J'ai pas look into it, fait que je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, là. Jason Schreier a publié: Unionized workers at Sega of America have ratified a contract that gives them guaranteed raises, just cause, and other benefits. It's the first union contract at a major US gaming company, a milestone that may accelerate organization across the industry. Donc, ça c'est un W, right? Dude just respawned and made a whole religion about him. Ouais, c'est ça, effectivement. Fait que Bloomberg on break the story. Fait que ça c'est cool, au moins une nouvelle positive. What the fuck? Une bonne nouvelle du côté de Sega. Qui sait, peut-être que lundi, tous ces jobs-là vont être ressuscités. Ah man, je suis tellement content que April Fool's tombe genre un jour férié, ok? Tombe une journée où est-ce que je vais probablement être moins sur internet. J'ai vu un meme ce matin. Parce que get ready for this shit là. Lundi, ça va être ça. April 1st! Here it comes! Now with more AI! Dude, ça va être ridicule là. The shit people are gonna make up là. Décalissant. On aurait pu des nice April Fool's jokes comme IGN pis leur film de Zelda là, way back in the day. J'étais comme, wait, it's actually happening? Let's see, faut que je trouve l'article ailleurs là. Insider Gaming ne fonctionne pas. Attends, on va aller sur Forbes. Parce que Antonio Pequeno IV dit: Sega of America employees secured a union contract Tuesday that provides wage increases and established them as the first workers of a major US video game company to ratify a union contract. A milestone that comes a few months after a wave of layoffs impacted thousands of video game company employees. Yeah, you don't say. The contract covers around 150 workers at Sega America who are members of the Communication Workers of America and includes yearly raises, according to a statement from the labor union.
Fait que j'imagine dans leur convention collective, là, ils ont comme un point inscrit que à chaque année, ils ont droit à une augmentation. Ce qui, à mon avis, devrait être un standard, right? Quand t'es syndiqué, quand tu fais partie d'une corporation. Mais, chose que j'ai appris au travers de ma couverture des jeux vidéo, c'est que the industry does things different. Et ça va pas garantir non plus que tu vas avoir les mêmes bénéfices quand tu travailles pour un studio de jeux vidéo que si tu travailles dans, je sais pas, une autre grosse méga corporation comme genre Bell ou Vidéotron ou whatever the hell, là, qui y a un syndicat d'établi. The minimum yearly pay bumps will be 4% in 2024, 3% in 2025, and 2.5% in 2026, according to Bloomberg, which first reported the contract's ratification. The contract also includes layoff protections, including notifications ahead of job cuts and severance for permanent layoffs, which have enveloped the gaming industry in recent years. Or months. J'ai dit years, mais c'est months aussi. Là. Workers will also receive advance notice of any planned use of AI in the workplace. That's huge. A commitment to continue hybrid work for at least 6 months, and codified benefits such as an annual bonus plan, retirement benefits, health insurance, and more. Damn! Ça, c'est quand même fucking huge. Et peut-être, hopefully, ça va créer un standard ou ça va set un precedent pour le reste de l'industrie pour qu'on ait des comment ils appellent ça, les ratifications, là. Faut qu'il y ait un syndicat d'établi, mais faut aussi qu'il y ait... C'est comme la première étape, c'est d'établir le syndicat, puis après tu peux avoir le ratification. C'est ça, il dit que last year, il avait formé un syndicat. Fait que c'était comme le 5e syndicat relié aux jeux vidéo aux États-Unis, aux côtés de Raven Software, Blizzard, Albany, Microsoft's own ZeniMax, Tender Clause, etc. Unions have become increasingly popular in the last few years, as layoffs have impacted several small and prominent video game companies, with workers pushing back against job cuts. Along with claims of low pay and crunch work, Sega workers experienced layoffs this year, with the company cutting 61 employees in early March. The Sega union tweeted it was able to more than double the number of saved jobs and offer severance to its temporary workers following negotiations with the company. Other high-profile gaming layoffs include 900 employee cuts from Sony's PlayStation division last month, 1,900 layoffs in Microsoft's Activision Blizzard company, and 1,800 employees cut from the game development software maker Unity. Fait que, tu sais, est-ce que ça corrige tout ce qui se passe au sein de l'industrie en ce moment? Définitivement pas. But it's a step in the right direction, if you ask me. Si la majorité des studios commencent à implémenter des syndicats et négocier des contrats qui les protègent justement de mise à pied, de coupures, de ci et de ça, ben là, on va moins avoir le sentiment que Chris, cette industrie de jeux vidéo, c'est de la merde, tu sais. Ou c'est pas un environnement agréable à vivre, you know? Fait que... that's cool. Mais tu sais, même à ça, là, ça va arriver qu'on le veuille ou non. Puis même dans les grosses corporations, là, je pensais que j'avais l'article de Nintendo après. J'étais en train de préparer un segue, mais c'était une autre affaire que j'avais. Whoops! Je voulais parler de l'affaire de Nintendo là, parce que justement, là, parlant de coupure, Nintendo of America spécifiquement ont décidé de couper 100 postes contractuels là, alors qu'ils restructurent tout ce qui est le département de testing en prévision du lancement de la prochaine Switch. Fait que, well, that sucks, right? Selon moi, justement, tu voudrais garder les gens qui testent tes produits parce que t'as un nouveau système qui s'en vient. Mais là, I guess qu'ils vont faire les choses autrement. On s'entend aussi que... Et là, je suis pas informé. Je suppose. Mais tu sais, quand la Switch est sortie initialement, c'était Reggie qui était en place. Là, c'est Doug Bowser qui gère Nintendo of America. Là, je dis pas que c'est lui qui a pris la décision nécessairement de procéder à ce changement-là. Mais sûrement que lui, il a vu comment ça fonctionnait. Puis là, c'est lui qui va être en charge du lancement de la Switch 2 en Amérique du Nord. Puis il a fait, bon, on va changer les choses. Tu sais. Petite supposition. Just saying. While some staff will be let go, others are being made full-time in testing departments restructured. Donc, il y en a qui vont perdre leur job malheureusement, mais il y en a qui vont avoir des postes temps plein. Fait que c'est sûr que
c'est comme un mal pour un bien, kind of. Ça n'élimine pas le fait qu'il y a des humains qui vont perdre leurs emplois, même si c'est contractuel. Il y en a qui peut-être que c'était leur deuxième job ou c'était leur seule façon d'avoir un certain revenu, which is bad, mais c'est ça, faut pas oublier l'être humain derrière tout ça qui va recommencer son processus d'embauche puis essayer de trouver une job ailleurs, là, tu sais. Puis ça a des impacts au niveau de la santé physique, santé mentale, tout ça, bref. You know the deal, right? On a déjà couvert tout ça dans le passé, fait que je veux pas refaire un elaborate speech par rapport à tout ça, là, mais... autre article de VGC qui dit Nintendo of America is reportedly cutting around 120 contractor jobs as part of a restructuring of its testing department ahead of the Switch 2's launch. That's according to Kotaku reporter Ethan Gach, who was told that some contractors are being laid off while others will be converted to full-time employees. The split between job losses and full-time hires is unclear, with the site sources claiming the move represents a massive downsizing of the Washington-based testing department, while Nintendo said it would lead to a creation of a significant number of new full-time employees' positions. Sources said the restructuring comes amid a lull in activity at Nintendo's testing department, with no big first-party Switch games on the horizon. Intéressant, intéressant. Est-ce que c'est le Japon qui est en charge de tout ça, right? Plus que justement Nintendo of America. Ça pose des questions, là. C'est dit qu'ils n'ont pas des big Switch games on the horizon, alors qu'on sait qu'il y a une nouvelle plateforme qui est prévue. C'est particulier. None had any knowledge of anyone having exposure to Switch's upcoming successor, which VGC reported last month had been delayed from this year to an early 2025 launch. One publishing source suggested the delay was so that Nintendo could prepare stronger first-party software for the console, while others have claimed the move was made to avoid potential hardware supply issues. Nintendo of America NOA has reorganized its product testing functions to drive greater global integration in the game development efforts, a spokesperson for Nintendo said. The change will also better align NOA with inter-regional testing procedures and operations. These changes will involve some contractors' assignments ending, as well as the creation of a significant number of new full-time employees' positions. For all assignments that are ending, the contractors' agency with NOA's support will offer severance packages and provide assistance during their transition. Fait que au moins il y a ça. On va avoir des paquets de départ. For those contractors, associates who will be leaving us, we are tremendously grateful for the important contributions they've made to our business, and we extend our heartfelt thanks to their hard work and service to Nintendo. Là, tantôt, je réfléchissais en même temps que je lisais, là, mais tu sais, je mettais la faute sur Doug Bowser pour ça. Il y a peut-être d'autres conséquences économiques pour Nintendo of America spécifiquement et non Nintendo at large, là, parce que Nintendo, they're not fucking in trouble. Là. Tu veux les chiffres de vente de la Switch, puis aussi les chiffres de vente de Mario Kart 8, they're doing fine, ok? They're not in financial trouble at all. T'sais? Mais peut-être à cause de justement la situation économique actuelle. Post-COVID, all that stuff, ils ont dû se réaligner. Anyway, chose certaine, c'est que la semaine prochaine, on va avoir des nouvelles de la Switch 2. C'est pas vrai, I'm just making shit up. Je voulais voir la réaction du Twitch chat, mais personne semble intéressé par ce que j'ai à dire. Tu sais, là, je vous disais que je jouais à Redacted. le gars il commence à juste make shit up, genre, out of his ass. Non, Redacted c'était Pepper Grinder, là. Vous avez debunk cette théorie. Je n'ai pas la Switch 2 en ma possession. Are you out of your mind? I've been playing Mario Odyssey 2! Oh là là. Ok, poursuivons notre round-up de nouvelles qui touchent les studios de jeux vidéo. Headup se dissocie de Thunderful Group. Thunderful qui est un autre publishing label, ou pas publishing label nécessairement, mais au même principe que Take-Two Interactive regroupe genre 2K, Private Division, all that stuff. Thunderful, ils ont
Headup, ils ont d'autres comme publishing labels qui font partie de leur bannière. Là. Donc, Thunderful Group has entered into an agreement to sell Headup to Micro Cuts Holding a company controlled by Headup founder Dieter Scholler for a purchase price of 500,000 euros. The company announced. C'est combien ça? 500 000 euros en US dollars? Ça, c'est 732 000 Canadiens. Si on check US dollars. 540 000 US dollars. Fait que moins d'1 million de dollars. On s'entend que c'est beaucoup de indie qui naviguent dans ces eaux. Fait que c'est normal que le montant soit pas autant élevé. Là. This divestment first began evaluation in November of 2023 as part of Thunderful's new strategy focused on publishing fewer and larger titles through its Thunderful Publishing Unit. Mais semble il y a eu des layoffs dans tout ça là, au sein de Thunderful ou encore Headup. Je me souviens qu'on avait couvert une story par rapport à tout ça. Donc, the buyer will pay a purchase price of 500,000 euros for all the shares in Headup out of the remaining earnout liability of the company in the aggregate amount of more numbers. Là. The amount will be set off against the purchase price, resulting in a cash payment to be made by the company at closing in the amount of 457,000 euros. Fait que ça semble être le même principe qu'avec Embracer Group, là, puis toutes les stocks and shares. The transaction includes a back catalog of approximately 80 titles and a pipeline of 5 games, including financing commitments. Thunderful Group will retain control of asset and IPs. Thunderful Group will receive a revenue share on a future unannounced title up to a total of 300,000 euros. The transaction will, pour ce qui est de Thunderful maintenant, the transaction will positively impact the near-term cash flow profile of Thunderful Group, as is in line with the ambitions announced in connection with the initiation of the restructuring program on January 17th, 2024. Fait que, yeah, c'est très similaire à ce qu'on voit avec, qu'on vient de voir en fait avec Embracer. Fait que, yeah. Beaucoup de ventes au sein de l'industrie du jeu vidéo dans les dernières heures. On dirait que tout s'est passé en même temps. Pour ce qui est de Dontnod, eux aussi là, font face à une restructuration organisationnelle. Je l'ai dit fucking lentement parce que j'étais sûr que j'allais le dire du croche. Fait que yeah, il y a eu des layoffs aussi. Il y a comme eu un changement de leadership au sein de Dontnod dans les derniers mois de mémoire. Fait que je suis pas vraiment surpris de voir tout ça. Maintenant, ils vont focus sur 3. Ça c'est 2. 3 genres spécifiques. En ce qui concerne leur jeu. Dontnod, pour moi, ça a tout le temps été un. Tu sais, surtout avec ce qu'ils ont fait avec Life is Strange, qui les a vraiment mis sur la map, tu sais, comme des emotional, narrative-driven games. Ils ont fait du Scent aussi, qui était un peu un departure de tout ça, right? Il y avait quand même l'aspect émotionnel, mais tu sais, c'était un rock climbing game, ça avait pas bien rapport avec ce qu'ils ont fait avec Life is Strange. Ils ont aussi fait Harmony, The Fall of Reverie, me semble, last year, que personne n'a joué, que zéro buzzé, qui était un autre genre emotional type narrative game. Puis Banishers, qui est paru en février. J'ai l'impression que c'est sorti en mois de novembre, cette histoire-là, mais c'est sorti au mois de février, que j'ai pas encore joué, et est installé sur ma PS5, might revisit it pendant ma semaine off next week. Fait qu'ils vont focus sur les RPG, Narrative Adventure et Action Adventure games. Company says this will allow it to optimize costs and improve productivity. It currently has 7 projects in development. Dude! Vous savez que vous pouvez calm down, right? Vous pouvez prendre du temps entre vos jeux. Je sais pas, parce que je sais pas si c'est à cause que Dontnod sont en mode genre on a besoin de heavy hitters d'un certain cash flow, fait qu'on produit, mais dude, 7 jeux en production là. Puis Dontnod, ils ont Dontnod France et Dontnod qui est au Québec, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, ils ont Dontnod Paris et Dontnod Montreal. Fait que vous êtes en train de dire que vous avez 7 jeux au travers 2 studios.
That seems like a lot, là. C'est pas un studio AAA. Ça frôle le AA. C'est quasiment même indie, kind of. Tu sais, si tu regardes Jeux qui, niveau présentation, feel comme un indie. Mais tu peux regarder Banishers, tu peux être en mode, ben, c'est du AA, là. Je crois que Banishers, ils ont fait un partnership avec Focus Entertainment. Just Sand, c'était-tu self-publish? Let's see. Yeah, Just Sand, c'était self-publish. Fait que si je me fais la définition là, de indie, parce que ils self-publish, ils font affaire avec des publishers pour certains jeux, c'est effectivement un independent studio. Au même principe que genre Remedy, c'est un independent studio parce qu'ils font affaire avec des publishers pour leurs jeux. Et même aussi IO Interactive. Là. Puis il y a 5 employés par studio. Ouais, même genre que Remedy Larian, exact. Là. Ah ouais, je reviens juste à temps. On a quasiment fini là, toute la business side de l'industrie. Là. Sorry if it's a snooze fest comme dernière VIICTIIMINUTE, mais c'est important de jaser de tout ça là, voir ce qui se passe at large, beyond just the fucking games. Donc, press release qui dit Dontnod, the renowned developer and publisher of immersive video games, is proud to announce a transformative step forward in its organizational structure, reflecting its unwavering commitment to innovation and creativity in storytelling and gameplay. At the heart of this evolution lies the experience gained over 15 years of development and the creation of 10 games, which naturally led to the establishment of 3 distinct internal branches of expertise formed around the studio's strength. Donc, RPG, Narrative Adventure, Action Adventure, qui effectivement sont les genres où est-ce que Dontnod s'est établi au travers de leur projet antérieur. A move that highlights Dontnod's vision within an ever-evolving industry and aligns with its ambitions for 2025 and beyond. The establishment of the RPG, Narrative Adventure, and Action Adventure branches reflect Dontnod's rich history of diverse gaming experiences. From the action-packed world of Remember Me. Est-ce qu'on veut se souvenir de Remember Me, Twitch chat? Ah ouais, c'était si élevé que ça, je pensais que c'était plus bas. Pourquoi ça, c'est... C'est-tu le même jeu, là? Non, ça, c'est un film. Ok. J'ai trouvé ça Alright Remember Me trop court, though. D'abord, je confonds ce jeu-là avec un autre jeu. Ah, je pense que c'est Recore, c'est ça? Je pense que c'est ça. Puis c'était qui le développeur de Recore? Ça le dis-tu? Armature Studio. Ouais, c'est pas tout le même jeu que j'avais en tête. Ouais, Recore on n'en parlera pas. Mais pour vrai, j'ai aimé Remember Me, mais aussi trop court. Ok, c'était pas super Remember Me finalement. Life is Strange, qu'on connaît tous. And Tell Me Why! Et Vampire. Ou Vampire. Je dis tout le temps Vampire à cause du Y, mais je pense que c'est prononcé Vampire. Bref. And the recently released Banishers Ghosts of New Eden. Damn, the shade de pas mentionner du Sand, man, qui est probablement votre meilleur jeu à mon avis depuis The Life is Strange, là. Each branch draws inspiration from the studio's past successes. Dontnod's varied portfolio showcases its ability to create immersive worlds filled with complex characters and meaningful choices. And with these branches, the studio continues to build upon its legacy and reinforce its core expertise in the genre that have defined its success for the past 15 years. Yeah, it's still on the wishlist, temporal. You should play it. You should play it. This new organizational structure not only emphasizes Dontnod's dual role as a publisher and developer, but also positions the studio to maintain creative control while navigating the dynamic landscape of game publishing. It will provide Dontnod the agility to better compete in a rapidly evolving industry by responding efficiently to market trends and player preference.
and to ultimately continue to deliver high quality and innovative games that players will enjoy. Il parle de more stuff là. Don't Nod, récemment là, on reveal Lost Records, Bloom and Rage qui semble être comme le successeur spirituel à Life is Strange. Ce que je voulais dire. Ah oui, parce que Life is Strange ne leur appartient plus. C'est un brand qui appartient à Square Enix. Et c'est Deck 9? Il y a Deck 13 et Deck 9, mais je me rappelle plus lequel est lequel. Il me semble que Deck 13 c'est Surge Developers, peux-tu? Ouais, c'est ça. Surge / Lord of Fallen. Puis Deck 9, c'est eux qui ont fait Life is Strange True Colors. Fait que, yeah, Lost Records, je me rappelle où qui avait été reveal. Ouais, c'est ça, Game Awards. C'est écrit dans ma face. Qui est fait par Don't Nod Montreal. Il y a 4 autres projets pas annoncés. The remaining 2 projects are developed externally. Koira, developed by Belgian studio Tolima, and announced around Gamescom last year. And an unannounced project with Tiny Bowl Studios. Ok, fait qu'ils ont 5 projets à l'interne et 2 à l'externe. Je trouve quand même c'est beaucoup pour une compagnie qui a juste 2 studios. Mais c'est moins pire que 7. Fait que, yeah, hâte de voir la suite des choses pour Don't Nod. Ça me rappelle que I gotta try out Banishers d'ici les prochains jours, là, si j'ai le temps, of course. Is that all for video? Oh no, we're not done! On n'a pas fini de parler de industry stuff, de tout ce qui est restructuration, emploi, etc. Parce que là, c'est GameStop qui me surprend pas, right? Qui est victime de mise à pied à cause de l'état de l'industrie, man. On en parle time and time again. Voyons, Insider Gaming, est-ce que votre site fonctionne aujourd'hui? Genre, Jesus Christ, tous vos articles ne loadent pas. Yeah, the fucking website has been taken offline. RIP. RIP. On va aller chercher... On va aller chercher l'article ailleurs, là. There you go. GameSpot. Fait que, yeah, avec la réalité de l'industrie en ce moment, que beaucoup de monde ont adhéré à l'écosystème digital, qui n'ont plus besoin de se déplacer dans les détaillants, GameStop qui spécialise anciennement, qui spécialisait en jeux vidéo, maintenant il spécialise en n'importe quoi, en Funko Pop, one would say. Fait que c'est ça, of course que ça l'affecte le business side, puis ça fait des années là, que GameStop struggle, qui essaie de restructurer leur modèle d'affaires pour fitter la réalité actuelle, puis ça ne fonctionne pas, right? Il y a fait un temps où, il me semble, ils vendaient des téléphones cellulaires or some shit, là. En tout cas, et aussi tout voyons, leur marché de NFTs, on se rappelle de ça, right? Les GameStop NFTs. Hey, ça c'était une bonne idée, hein? GameStop has published its latest earnings briefing, and as part of it, the video game retailer said it was cutting an unspecified number of jobs according to Reuters. These layoffs could be part of the previously announced plan to close a GameStop fulfillment center in York, Pennsylvania. This move will impact more than 150 people. GameStop's latest data shows the company has around 8,000 full-time salaried and hourly workers globally. In addition, GameStop employs between 13,000 and 18,000 part-time hourly workers, depending on the time of the year. These numbers are down substantially. During the previous fiscal year, GameStop had 11,000 full-time salaried and hourly workers, and between 4,000 and 27,000 part-time hourly associates based on the time of year. C'est quand même beaucoup d'employés à l'échelle mondiale, là. For the latest fiscal year, GameStop reported substantially lower expenses, down 21.2% to $357.1 million due to having fewer people to pay, among other things. Wedbush Securities analyst Michael Patcher said he expects GameStop will continue to trim costs, but he said it is inevitable that their sales will decline to an unsustainable level.
Ouf. Est-ce que c'est la fin de GameStop as we know it, guys? Honnêtement, je serais pas surpris. Au côté des Radio Shack, mais quoi que ça a été rebrandé, fait que c'est pas nécessairement mort. Ici au Canada, c'est rendu la source, of course, depuis des années. Mais tu sais, Microplay n'existe plus. Du moins, not to my knowledge, me semble qu'ils ont tous été englobés par... tu sais, t'avais le Super Club Vidéotron. Puis je sais même plus si ça explique... Pas que ça explique. Ça existe encore. Le Super Club Vidéotron, j'ai l'impression que c'est juste rendu des shops de Vidéotron pour, mettons, téléphone cellulaire, forfait internet and all that, là. Je me souviens, à Saint-Jérôme, il y avait le Super Club Vidéotron et dans ça, t'avais le Microplay. Sûrement en région, ben c'est ça. À Gatineau, c'est tout mort. Ça fait quand même un bout, là. Fait que, tu sais, Microplay n'existe plus. GameStop existe encore, mais tu sais, ils ont aussi le rebrand de EB Games, quoi que je pense pas que ça a vraiment changé quelque chose dans genre comme leur business model. Mais tu sais, GameStop là est sur le respirateur artificiel depuis des années. Là. Ils vendent juste des Funko Pop, des Pepegas Keychains et Pepega Figurines. Je le sais. Je le sais. C'est même plus rendu... Ça devrait même pas être GameStop, ça devrait être n'importe quoi Stop, leur fucking nom, man. Tu peux trouver n'importe quoi là-bas là, qui est relatif à geek, nerd culture. Là. Je te confirme qu'au contraire, ceux de région ont fermé en premier. Geek Stop, yeah. Je pense que je joue à un GameStop une fois par 2 ans. Ben c'est ça. Si quelqu'un achète GameStop, ils ont-tu un pre-order bonus avec la compagnie? On peut-tu trade in les vieilles compagnies pour acheter GameStop? Oh my god, ça c'est bon. GameStop devrait focuser sur la merch de qualité au lieu de la merch cheapo qu'il y a en ce moment. Genre, vend des vinyles cassettes pis du linge qui vaut pas 3 cents. Ben, yeah. Yeah. Fucking Saint-Lin moment, c'est quoi ça? Des tonnes de copies pour les amoureux de la cassette. C'est quoi ça? La municipalité de Saint-Lin-Laurentide dans les Lanaudières a toutes les apparences de petites communautés. À l'intérieur, la réconfortante odeur de maïs soufflé au beurre. Ok, wait, il y a un Super Club Vidéotron à Saint-Lin. Il a survécu. Janvier 2023, ah, ok. C'est vieux, fait que ça a peut-être fermé ses portes. Ouais, mais... Tu sais, le business model des blockbusters Super Club Vidéotron est passé date. C'est juste la réalité de la société en ce moment. Quand t'as des Netflix, des Disney+, des Amazon Prime, c'est comme louer un film, te déplacer physiquement pour louer un film does not make sense anymore quand t'as tout on demand. Tu comprends là? La meilleure chose qui est arrivée avec GameStop depuis 10 ans, c'est quand les short sellers sont faits teach a lesson par Reddit, hold the line. C'est vrai, hein? C'est vrai. C'est... J'avais oublié cette saga-là. For GameStop's fiscal fourth quarter that ended on February 3rd, the retailer saw sales slide from 2.2 billion down to 1.7 billion dollars. Quand même, chiffre d'affaires dans les milliards de dollars. Là. Profit, however, rose from $48.2 million to $63.1 million for the full year. Sales slumped from 5.9 billion to $5.2 billion. Net income, however, posted a dramatic surge from a net loss of $313.1 million to a profit of $6.7 million. Tu sais, comme, ça peut paraître beaucoup, là, mais au sens large, là, alors que GameStop est une compagnie mondiale, c'est pas beaucoup, 6.7 millions de dollars en revenus, là. Patcher told Reuters that increases in digital game sales is negatively impacting GameStop's bottom line. Ah! Pour vrai?
Moi, je pensais c'est parce que il arrête pas de me vendre des garanties pis de la merde à chaque fois que je vais là, que ça me turn off que le Chris d'aller magasiner chez GameStop. There is simply no reason to go to the store if a consumer can just order a game and download it immediately. C'est exactement ça ce que j'ai dit avec le business model des Super Club Vidéotron. Fait que moi, j'anticipe maximum là, d'ici 10 ans. OK? Peut-être que ça va dépendre de la prochaine génération de consoles, à mon avis. Parce que si, c'est un gros si, mais si PlayStation, Xbox, je pense pas que Nintendo va aller all digital, mais si PlayStation et Xbox sont en mode hey, on rend nos consoles digital only pour sauver sur les coûts de production de jeux physiques, là, it is done. It is done for GameStop. Il meurt drette là. There's no more reason for GameStop to exist. I can see at least one reason. Puis c'est quoi la raison? Parce que moi, la raison, ça serait ben aller acheter la nouvelle console. Avoir le jeu physical tout de suite, yeah, sure. Mais tu sais, comme si t'as plus de moyens là, out of the box, sûrement qu'ils vont avoir des lecteurs CD. Il peut pas juste éliminer le marché physique là. Parce qu'il y a du monde qui ont pas de bon internet or whatever là. Mais tu sais, si out of the box là, ta PlayStation 6 ou ta Xbox Series Z n'a pas de lecteur CD là. Il n'y a plus de raison pour GameStop se spécialise entre guillemets dans les jeux spécifiquement. Tandis que Walmart, Best Buy, oui, c'est l'électronique at large. Mais tu sais, ils peuvent vivre sans jeux physiques là. Ils ont des wash and dryer au Best Buy, ils ont des ordis. Ils ont des mouse and keyboards. C'est quand même un besoin qui est comblé par le reste des produits vendus dans ces détaillants-là, là, tu sais. PlayStation 6. J'achète juste des games style FF7 Rebirth Deluxe Edition en mode physique. Yeah, ben, comme j'ai dit, je pense pas que ces compagnies-là vont éliminer le marché physique, genre, au complet, mais vont diminuer leur présence dans l'industrie là. Toys R Us et Best Buy, la section est pas grande des jeux maintenant. Ben oui, esti, Papillon, t'as tout à fait raison. Toys R Us, j'étais là il y a pas si longtemps, ça fait pitié leur section jeux vidéo là. Genre, c'est quasiment juste des papiers de V-Bucks pis de abonnement d'Xbox Game Pass là. Ou de jeux digital. Je suis comme, man, c'est triste là. Mais ça reflète où est-ce qu'on est rendu dans le marché du jeu vidéo là. L'écosystème digital a pris plus d'ampleur. Fait que c'est make sense là. C'est comme si vous êtes surpris parce que je lis à l'instant là, ben vous avez manqué un crise de bout là. Best Buy l'ont enlevé complètement. J'ai pas encore été dans un Best Buy pour voir exactement là, comme l'état des dommages là, du fait qu'ils ont retiré toutes les ventes de produits physiques là. Non, il y a quasiment plus de jeux physiques dans les paniers de Jean Coutu. Il y a quasiment plus de jeux physiques que dans les paniers de Jean Coutu que chez Best Buy. Yeah. Family Prix be like. Oh là là. GameStop has also announced in an effort to reach sustained profitability, the company closed all of its stores in Ireland, Switzerland, and Austria. In the past fiscal year, GameStop closed 287 stores worldwide and now has 4,169 stores. Fait que même là, on le voit là, que GameStop ont de la misère. Là. Ils ferment des magasins à gauche et à droite. Là. La fin est inévitable à mon avis. Là. On a besoin d'un stream RL de toi au Best Buy pour cover la disparition de la section jeux. That's a bad idea là. Allez, moi, hier j'ai passé devant le Best Buy justement de Saint-Jérôme là, parce qu'on est allé au buffet des continents, right? Puis c'est mon vieux hood Saint-Jérôme là, puis j'étais comme man. Quand je suis rentré une fois, non, peut-être plus qu'une fois. Genre peut-être comme 4-5 fois au Best Buy. Puis PSVR, non, c'est pas vrai. Parce que l'autre bord de la rue, pour ceux qui connaissent, parce que c'est le Best Buy à Saint-Jérôme, l'autre bord de la rue, t'as
un La Source et un GameStop. Puis c'est l'année passée que quand on est allé acheter la PSVR 2, justement, on est allé voir au Best Buy pour voir c'était combien. Puis après ça, on est traversé à La Source. Ou non, c'est le contraire. On est allé à La Source acheter la PSVR 2. Puis après ça, on est allé au Best Buy voir si c'était moins cher. Ouais, puis la PSVR 2 est en rabais. T'es prêt de partager le lien dans le Discord. C'est pas un rabais officiel de la part de PlayStation, là, ça doit venir du détaillant, mais ça reflète un peu où est-ce qu'on se situe avec PSVR 2, les amis. Man, j'ai été calissement tenté de l'acheter hier. C'est quand même 100$ de rabais, right? Fait que, can be worth it. L'affaire, c'est que, y'a pas de jeu. Mais je vais pas le dire trop fort parce que Alex F. Powers va dire hey! Arrête de dire ça. Ah, il est là! Achète-le et comprenez-moi, c'est pas vrai, y a pas, c'est pas vrai, il y a pas de jeu. Celui avec Horizon est 15% de rabais, yeah. I mean, si vous voulez jump in, I mean, now's the time. Mais ça reste quand même un bon chunk of change. Là. Fait que c'est ça pour les industry news ce matin, les amis. Ça a quand même pris un bon 1 heure de couvrir tout ça. Fait que let's move away from all that pour parler de leaks de video game hardware. Parce que là, on aurait un leak. En fait, des leaked images d'une Xbox Series X All Digital White Edition. Alexis va être content. Fité sur son setup. Fait que pour ceux qui ne savent pas, là, ben en fait, vous devriez le savoir, c'est la base là, si vous suivez l'industrie de jeux vidéo. Xbox Series X c'est la seule Xbox Series qui a un lecteur CD. Parce que Series S, c'est la All Digital moins performante console faisant partie de la bannière de Xbox Series. Et là, Microsoft / Xbox / Microsoft Gaming or whatever the fuck là, ils ont dit que justement il y avait des plans concernant tout ce qui est le côté hardware de Xbox pour 2024. Est-ce que justement leur plan c'est cette fameuse All Digital Xbox Series X? En tout cas, si c'est le cas, on va être un peu déçu, là, to be honest. Parce que, tu sais, rendu là, t'as déjà le modèle digital qui coûte moins cher, qui est peut-être moins performant, mais qui fait quand même la job. Mais là, tu me dis que là, t'as la Xbox Series X qui est le Big Boy Console All Digital. J'ai comme un peu de la misère à voir le besoin à ce niveau-là. C'est comme si ça bouchait le besoin que tu... En tout cas. Est-ce que ça va genre effacer ou est-ce qu'ils vont arrêter de produire des Series S? Parce que là, tu vas avoir le digital, puis ils vont y aller un peu de la route PlayStation que t'as une boîte, t'en as une avec un lecteur CD, puis une avec pas de lecteur CD. Ou là, maintenant, c'est rendu le standard que c'est digital, right? Ou je me rappelle plus c'est quoi. La Slim, là, c'est rendu le digital version. Mais tu peux quand même acheter avec celle avec lecteur CD. Il me semble. En tout cas, man. Moi, j'ai toutes les consoles. Me casse pas la tête. Early adopter. Be like. Man, White fitterait 0 sur mon setup, mais bon, je pense pas la pogner anyway. I mean, ça serait nice d'avoir toutes les consoles en blanc, let's be real. Parce que là, c'est la seule qui fit pas sur le setup, là, la Series X. I'm probably not gonna buy it. À moins qu'il. Tu sais, si tu me dis c'est juste une Series X digital, there's no reason for me to buy it. Au même principe que PlayStation 5 Slim, là, c'est une PS5, elle est juste moins grosse, puis il n'y a pas de lecteur CD, là. C'est quoi le lien que t'as publié, temporal? C'est un nouveau trailer de Utility Room. Ah, c'est un jeu PSVR 2. J'ai pas vu ça passer. C'est quoi t'as dit? Mais j'attendais de voir si le jeu weird avec les têtes de moi qui flottent va sortir dessus. Ah. Prends du liquid paper blanc. Yeah, no thanks. Fait que si on lit le report de Xputer. Back in February, I reported that Microsoft has plans to release a new Xbox console this year, a white-colored Xbox Series X that features a digital-only format, similar to the Xbox Series S. Now, recent developments have led Xputer source to reveal via email
what this console is going to look like when it hits the shelves this summer. Spoiler, elle est blanche, et that's it. Puis y a pas de lecteur CD, of course. The photos of the units sent exclusively to Xputer aren't exactly top quality, but they should be able to illustrate the overall design to a reasonable extent. There's a clear absence of a disk drive in the front. On the back, the peripherals and ports remain pretty much the same. Fait que vraiment là, révision très basic de la Xbox Series X. Elle semble pas être plus petite. Right? C'est juste digital et blanc. Un new colorway là. J'ai une Series S en blanc, elle a jauni, plus jamais de console blanche. Ah, pour vrai, Phil? Ben voyons, tu la mets où? Tu fais un petit des tops dans ton logement? Genre, ouais, me semble si tu y touches pas. Tu sais, ma PlayStation 5, j'ai pas touché, mais elle est encore blanche, là, spick and span. Mes Joy-Con de Switch OLED, là, je les utilise pour Ring Fit. They still look white to me. Yeah, ils sont toujours blancs, là. To get you up to speed on my previous post, the white Series X has a few of its components upgraded, such as the heatsink, but elsewhere there are no major enhancements to talk about. Même si le heatsink est différent, là, comme ça veut pas dire que ça va ajouter à la performance, là. Je pense que ça va juste aider à tout ce qui est la consommation, puis éliminer certains risques de genre overheating, là. Ça va pas à ça que tu auras plus de FPS dans tes jeux, là. Its price, as per my knowledge, is expected to be introduced in a lesser bracket as compared to the currently available Xbox Series X. Ce qui aurait du sens parce que why the fuck would you offer a digital only Xbox Series X pour le même prix qu'une Series X avec un lecteur CD, tu sais? Fait que ce serait en bas de $499 US. In other news, Xbox frontman Phil Spencer feels adamant about the importance of physical games, despite the gradual push to digital media in the day and age we live in today. The company's current strategy does not hinge on people moving all digital, though with the release of this new digital-only console, I can see how Xbox is preparing itself for all sorts of shifts in trends. Effectivement, parce que on voit dans les chiffres de vente que digital, c'est ce qui règne. Fait que puis tu sais, il y a beaucoup de reports qui suggèrent comme quoi que la Series S spécifiquement, vu que c'est une variante moins performante aux côtés de non seulement la Xbox Series X, mais aussi de la PS5, ça fait en sorte que les développeurs ont de la misère à adapter leurs jeux pour ce système-là. Ben, comme j'ai dit tantôt, est-ce que ça va faire en sorte qu'ils vont lentement mais sûrement comme dissoudre la Series S et la All Digital Series X va remplacer le tout? Il reste environ 4-5 ans dans la génération. Est-ce que c'est worth it in the end? Considérant la position dans laquelle Xbox se retrouve cette génération-ci, I don't really think so. Mais c'est pas moi le head of Microsoft Gaming, c'est notre boy Phil Spencer. On dirait un Xbox déguisé en PlayStation. Phil passe 2 paquets de cigarettes par jour. Il chain smoke, man. Let's go. Fait que, yeah. On verra si c'est le seul plan niveau hardware pour Xbox au travers de 2024. Si on continue avec d'autres leaks, mais des nouvelles tristes un peu, là, si vous suivez tout le leaked department in gaming. Un des leakers là, qui s'est vraiment établi là, dans les derniers mois, c'est @MBKKSSTBHZ5, aka Midori, de ce que j'ai compris, là, qui se spécialise en leaks relatifs au jeu de Sega / Atlas. Là, il est comme arrivé du drama avec d'autres leakers or whatever. Là. Bref, il a décidé de tirer sa révérence. Ne leakera plus. Il dit, "It is difficult, but I would like to stop using this account. Thank you for reading my Sega Group information. Please continue to look forward to the future of Atlas and Sega." Et comme vous pouvez voir, là, son tweet a généré de
l'attention de 3.5 million impressions au travers des dernières heures. Et of course, nul autre que l'autre big leaker dans l'industrie, the Big Red Bird at Pyoro_X. Il a rendu salute. Pyro qui spécialise en Nintendo Leaks. Lui, je sais pas, I don't know who he is, but he knows some stuff par rapport à Nintendo. Yeah, le dernier affaire c'était la démo de Princess Peach Showtime. Là, il a pas rien tweet about Switch 2 next week. Fait que. En espérant que ce soit pas le cas. Fait que, yeah. Un autre leaker qui tire sa révérence. Parlant de leaks, là. Il vient d'avoir de quoi qui vient d'être publié. Selon un insider, fait que c'est genre kind of a leak, Monster Hunter Wilds serait prévu pour une sortie dans le premier quart, j'allais dire dans la première moitié, which is true, mais aussi dans le premier quart de l'année 2025. Fait que dans les 3 premiers mois, les amis. Man, Q1 là. Depuis quelques années, là, Q1 est fucking stacked en sortie de jeux vidéo, là. Et si le reporting est vrai, là, next year, Q1 2025, on pourrait avoir Monster Hunter Wilds, on pourrait avoir Switch 2. J'aurais vu quel autre jeu aussi qui était. C'était mentionné que peut-être pouvait sortir Q1, là. Yo, comme Q1, là, it's gonna be huge. Bon, Max qui va être payé avec un bébé quand ça va sortir. Ouais, j'avoue. Mais il peut peut-être timer ses affaires là, au niveau de ses congés de paternité. T'sais, il en prend quelques-uns à la naissance, mais il prend pas tout au complet, là, ses semaines de paternité. Puis quand Monster Hunter Wild sort, ben là, il va pouvoir prendre le reste. C'est ça que DBO il fait, là. Ou il a fait, en fait. Il a pris comme genre 1 mois et demi à la naissance de sa fille. Puis là, il a pris 3 semaines, 3 semaines justement. Mais là, peu importe, the baby's still here, je parlais pas de la job. Non, mais je veux dire, tu sais, s'il veut avoir du time off pour jouer à Monster Hunter, là, il peut prévoir ses affaires accordingly là, pour avoir du temps pour gamer. Là. Ça vient d'Insider Dusk Golem, qu'on a déjà parlé de lui dans d'autres VIICTIIMINUTE, là, justement. Je pense que c'est cette semaine qu'on parlait de Resident Evil 9. C'est lui qui a leak some information par rapport à RE9. Il disait que ça allait potentiellement être un jeu open world. Donc, Insider Golem, who has a long track record of reporting information about video games before it has been made public, shared information on the game on their own Discord server. Dusk Golem claimed to be hearing a lot of things about the game from various sources and said that from what they were hearing, it was shaping up to be by far the biggest game Capcom ever attempted. Holy shit, là. Et avec raison, parce que Monster Hunter World, c'est le meilleur vendeur pour Capcom, là. En termes de jeu et non de franchise. Franchise, ça demeure Resident Evil. En termes de jeu spécifique, Monster Hunter World, bestseller pour Capcom, là. According to their sources, the game has been in development since early 2019, shortly after the release of Monster Hunter World. They claim that a lot of scrapped ideas from World are here, and that the big Godzilla monster, which is believed refers to Zora Magdaros from World, will be returning. They also said that the game is fully open world and is experimenting far more with the concept than Monster Hunter World did or Rise. That while this could be considered a risk, the feedback is stellar so far. Fait que si on lit les screenshots qui ont été postés on Imgur, I'm currently hearing a lot of things about Wilds from a lot of different places. I don't feel like sharing anything major yet. Don't worry, I know major things. But it seems Capcom is going all out on this one. By far the biggest game they ever attempted. 6 years, yes. They've been working on it since early 2019 in some capacity. World Director had complete freedom, pretty much no questions asked. En voyant les retombées de Monster Hunter makes sense. A lot of scrapped ideas from World are here. They brought back the big Godzilla Monster 2. Yes, it's fully open world. That was their idea from day one apparently. The entire game revolves around it, from story to end game.
My main source is not a Monster Hunter expert, but even they could tell this is far more experimenting than World or Rise. It could be a risk, but feedback is stellar so far. Release window is Q1 2025, no problem in development so far. They are banking on this to carry the whole fiscal year. I don't even think GTA 6 would make them delay it. Holy shit. Fait que Capcom là, qui sont au casino, pis sont comme we're going all in. J'imagine ce jeu-là, it can't flop. C'est Monster Hunter là, ça va. Même si c'est pas autant bon que Monster Hunter World, à mon avis. Niveau vente, ça va quand même hit hard. Fait que. Ils vont se faire so much money. Oh là là. Tu sais, si tu regardes les ventes de Monster Hunter World et aussi Monster Hunter Rise, quand c'était un exclusif Switch en plus, là, ça a fucking bien performé. Puis ça a encore mieux performé quand que le jeu est sorti sur d'autres plateformes. Puis il y a eu le DLC ou l'expansion. Là. Fait que. Holy shit. Fait que ça se peut que ça soit. Potentiellement. Tu sais, je ne mets pas de côté la possibilité qu'il y ait d'autres jeux de Capcom qui sortent en 2025, mais ça pourrait être le seul jeu de Capcom en 2025. Du moins pour une majeure partie là, de leur année. Parce que justement, it's gonna be so fucking huge, puis ça va tellement générer du revenu. Là. Alors ça, puis peut-être Resident Evil 9 pourrait sortir in 2025, mais who knows, tu sais, Resident Evil 9, si c'est open world, peut-être ça prend plus de temps que d'habitude. C'est pas un remake non plus, là, c'est un original. Un new original game, fait qu'on verra en bout de ligne. Là. J'ai congé 4-5 mois par année, please. Je veux juste qu'ils sortent pendant ce laps de temps-là, ouais. Ça va tes congés. Prévoyez vos congés accordingly, chat. Fait que, yeah, Q1 2025 pour Monster Hunter Wilds. On savait que c'était en 2025 qu'elle allait sortir suite à son annonce officielle ou son dévoilement au Game Awards late last year. Fait que, we shall see next year. Si c'est bel et bien le cas. Continuons avec d'autres petits articles de nouvelles qui incluent. Hey, ça c'est rare. Pour une fois que ça n'a pas leak ahead of time, les fameux jeux gratuits PlayStation Plus, là. Notre boy Bill Coon, habituellement, comme 1 à 2 jours. Journée en fait avant l'annonce officielle, il y a les leaked games. Là, on n'a pas eu ça. Fait que je sais pas si sa source a été brûlée ou whatever, sa source ne travaille plus au sein de PlayStation. Mais là, on a eu l'annonce des jeux gratuits pour le mois d'avril PlayStation Plus. Donc, pour les gens abonnés au palier Essential, Extra ou Premium, vous aurez les 3 jeux suivants. Immortals of Avium qui. It's a 7 out of 10 type game, right? Qui a pas vendu, qui a pas buzzé plus qu'il faut. Fait que ça, c'est your PS5 game. T'as Minecraft Legends, PS5, PS4, qui est le spin-off RTS kind of, là, qui est sorti last year, que j'avais quand même aimé. Mais là, Nico, il a dit que c'est genre rendu un dead game, fait que. Yeah, it's a bit tough. Mais tu sais, ça fait juste renforcer le partenariat d'Xbox au travers, ou pas renforcer le partenariat, mais plus le mouvement de pensée là, de mettre des propriétés intellectuelles qui appartiennent à Xbox sur d'autres plateformes. Minecraft, ils le font depuis des années. Là. Fait que. Ben, Chris. Ouf. Mais faut quand même pas oublier que. Disponible sur Game Pass. C'est un Xbox game, tu sais, sur console. Est-ce que c'est plus populaire? J'aurais tendance à dire non. Mais c'est sûr que si tu fais aux Steam numbers, là, yeah. It's not looking too good. Mais tu sais, même le peak, là, v'là 1 an, c'était pas énorme, là. Même Game Pass. Ben justement, tu sais, c'est les 2 jeux qui sont sur Game Pass. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de gens sur ces jeux-là sur Steam. Right? Tu regardes aussi le peak v'là 3 ans, là. Minecraft Dungeons is a great game. Mais c'est peut-être pas sur Steam que le monde y joue, là. Je veux pas dire que t'as pas raison, mais je veux juste penser plus at large, là. C'est quand même drôle que Minecraft Dungeons sorti genre. De quoi?
5 ans? « 2021. Impossible. C'est pas sorti en 2021, ça. J'habite encore dans la Hype House, c'est ça. Sorti le 26 mai 2020. Peut-être qu'il est sorti sur Steam en 2021. C'est écrit, non mais c'est pas la date de sortie originale. Là. Parce que comme j'ai dit, j'ai joué à ça dans la Hype House. Là. En 2021, j'habitais ici, puis j'ai pas joué à Minecraft Dungeons. Là. Legends est juste plate, c'est good 1 heure. Ah ouais, moi j'ai grindé ce jeu-là. Là. C'est le seul Minecraft que j'ai grindé là, dans ma vie. Max knows, don't underestimate him. Yeah. Respect my authority! Skull the Hero Slayer est l'autre jeu gratuit sur PS Plus. Ça, c'est un bon indie. Bon roguelite. Fait que. Yeah. Ça va être disponible à partir du 2 avril jusqu'au 6 mai. Fait que ça, c'est your casual reminder de downloader vos packs, vos skins de Overwatch 2. En fait, j'allais dire, c'est votre casual reminder de downloader les jeux gratuits de mars, soit EA Sports F1 23, Sifu, Hello Neighbor 2 et aussi Destiny 2 de Witch Queen avant le 1er avril pour pas qu'il ne soit pas inclus dans votre bibliothèque. J'ai acheté Dungeons et Legends, mon gars, et Dungeons est supérieur. J'aurais tendance à dire oui, mais pour quelqu'un qui est noob dans les jeux de stratégie, j'ai vraiment pas haï Legends là. C'est-tu la canadienne? La canadienne? What do you mean? Qu'est-ce que j'ai dit qui faisait référence à la canadienne? Ça? Dans Overwatch 2, ça a l'air une canadienne. Ah, je pourrais pas dire c'est qui le personnage. Je sais que chaque perso représente un pays, mais pas assez joué à Overwatch pour te dire c'est qui. J'aurais pu en parler quand on parlait de Monster Hunter, là, parce que Capcom qui, I guess... Just chill 5 seconds, Capcom, là. Il y a eu une grosse controverse late last week avec la sortie de Dragon's Dogma 2 et tout ce qui était la monétisation du contenu qui allait au-delà du simple jeu. Et là, apparemment, ils recherchent du feedback pour du DLC de Dragon's Dogma 2. Je pense pas que c'est la meilleure affaire à faire en ce moment. Le monde se sent déjà comme trahi par toutes les microtransactions, quoique on l'a établi au début de la semaine que c'était un peu une overreaction de la part de gamers en général. Donc VGC dit it's asking players what they'd like to see released and how much they'd be willing to pay for it. Fait que même pas une semaine après la sortie de Dragon's Dogma 2, il y a déjà des sondages concernant du DLC qui sont envoyés. It asks players what kind of DLC they'd like to see released in Dragon's Dogma 2. Players are also asked how much they'd be willing to pay for DLC, with options ranging from up to $10 to over $50. The survey is open until April 21st, and Capcom says participants will receive an original digital wallpaper. Ooh, such a nice incentive. While Dragon's Dogma 2 received glowing pre-release reviews, it was criticized upon its release last Friday after players discovered there were 21 separate DLC purchases available on day one. Yeah, et si vous voulez voir la décortication de toute cette controverse, j'invite à écouter la Victiminute ou la rediff de la Victiminute du lundi, soit celle du 25 mars, pour le full breakdown de cette controverse. Dernier article avant qu'on prenne une pause. C'est un article là, que je me suis réveillé ce matin et j'étais comme I hate this life. Why do you inflict this upon me in these studios? Mina the Hollower, where is the release date? Toujours rien. Silk Song Gang, where you at? Nowhere to be found. Et là, un autre indie game hautement anticipé venant du studio qui nous a amené le hit Celeste.
Earthblade est reporté au-delà de 2024. Très triste d'avoir cette nouvelle. Donc, Extremely OK Games, anciennement connu sous le nom de... C'est quoi? C'est Maddie Makes Games. On publie un March 2024 Earthblade update disant I know, this update is long overdue. We appreciate your patience as we try our best to make this video game that appears to be stubbornly determined to not get made. More on the process in the following paragraphs, but first we need to face the music. This game ain't coming out in 2024. We had hoped to be announcing a firm release date around now, but it just isn't in the cards. We know that this will be disappointing for a lot of you, and we're sorry for that. Maybe this was predictable, but still, it always sucks when the haters are right. I mean, take your time. I'll play other stuff. Mais j'aurais bel et bien aimé jouer à Earthblade this year. What's up, Sakosh? The good news is, the game is not stagnant. We are still making progress and we're still excited to work on it. And here's a happy announcement. We've added a new game designer to the team. Please give a warm, extremely okay. Please give a warm XOK welcome to Kyle Pulver. Kyle is a veteran indie developer who we've been friends with for over a decade. Back when Noel, Chevy, and I were living together in a shared house. I remember when Kyle was visiting and we modded our Wii so that we could all duke it out in Project M. Happy memories. Man, qu'est-ce qu'a fait Kyle Pulver? Oh my god, c'est ça son site web? What the fuck? Ce nom-là, là, m'est familier parce que je me souviens quand j'écoutais Twitch, a.k.a. le genre 10 ans. Man vs. Game parlait de lui. Mais il a fait quel jeu? Bonesaw, Verge, Jumbo Dots, Depict 1, Everyone Loves Active, Offspring Fling, Snapshot. Can also makes people websites like the one Goo, Super Meat Boy. Y'a pas un emote que c'est lui, man? Attends, si je vais dans les global emotes de Twitch. Donne-moi un petit instant là. Chris qu'il y a des emotes qui ont été ajoutés, hein? Je pense que j'ai dépassé. Il y a un dude avec une capuche qui a la langue sortie là. Est-ce que vous savez de quoi je fais référence? Je le trouve pas, man. Ils l'ont-tu enlevé? Genre ça! C'est-tu lui? Attends. Non, ok. Wait. Non, ça c'est Franker Z. Dogface. Ok. Yo! Ok. Je le savais, man. Esti. Là, je suis allé chercher ça loin dans ma crise de tête, là. Dogface No Space. C'est lui, man. C'est cette face-là. God damn. Je le savais que son nom me disait de quoi, là. Fait que... Oh, nice 12 years ago VOD. Man vs. Offspring Fling. With special guests Kyle Pulver and Alex Holo, quoi. J'ai-tu écouté ce stream? Ce Man vs. Game, c'était mon boy, là, back in the day. Là, il stream plus, il had some mental health issues.
j'ai peut-être écouté ce stream-là, là, mais man, moi, le peak de Man vs. Game, là, c'était quand il jouait. C'est quand il jouait au vieux Ninja Gaiden. Genre, sans save states, là, c'était fucking hard, là. Il est resté pogné là-dessus pendant un crise de bout. Puis aussi, il faisait les Men's Days avec Ezekiel III. Ça, ça dégénérait, là, c'était excellent. Ezekiel III, qui est un established Twitch streamer, il stream en solo maintenant. Là. But yeah, that's a bit of Twitch history pour les gens qui sont peut-être pas autant OG comme your boy. But yeah, Man vs. Game, j'ai une photo avec lui, là. Lui et Ezekiel, justement, je l'ai croisé au PAX East. Puis j'aurais dit comme... Can I take a picture with you? Et comme, oh yeah, what's your Twitch username? Là, je suis comme, I'm just a lurker. Puis ils ont comme fait, we don't respect you or some shit like that, là. C'était juste all in fun, nice, jokey manner, là. Mais yeah, c'est grâce, entre autres, à Man vs. Game que je me suis lancé dans tout le Twitch streaming, là. Pour ceux qui ont vu mes débuts, là, de Twitch, où est-ce que je faisais des playthroughs de jeux à la difficulté plus haute, c'est vraiment lui qui a inspiré tout ce concept-là. Puis pour ça, j'ai branch off un peu plus dans ce qui est coverage department. Fait que... qui était quelque chose que je faisais avant de commencer à streamer sur Twitch, right? Avec Gamer Headlines. Bref, je vous épargne tout le lore de your boy, là. On n'est pas ici pour que je raconte mon life story. Il va peut-être avoir un biopic sur your boy à un moment donné ou un autobiography or some shit. Puis on s'en parlera rendu là. Mais pour l'instant, là, lisons le reste du blog post concernant Earthblade. Kyle also happens to be the world champion of Towerfall, not to mention a hidden character in it. Hold left trigger when selecting the Assassin Prince. And of course, we've always been inspired by his work, all the way back to Depict One and Offspring Fling. It's lovely to finally have the opportunity to work with him. Cal quickly approached us with big ideas, which can be scary for everyone involved. But it was clear that he's not here to derail the project. He's identifying our vision and the problems preventing the game from living up to it, and working with us to pinpoint solutions. Plus, his fresh eyes have inspired us to see things anew. Nice. Towerfall, meilleur jeu de party game. J'ai pas joué, mais ça c'était le jeu avant Celeste, là, du même studio. Extremely OK Games is very resistant to growing our team. Two big concerns with adding team members are increasing communication overhead and creating more financial pressure as our burn rate balloons. Effectivement. Makes sense. I've always found financial pressure to be poison to the creative process. All of us cut our teeth in the DIY freeware scene, so we're used to lean teams, lightning fast iterations, and having the freedom to burn a project to the ground and rebuild it from the ashes if it just isn't working. Non, mais je sais que je pense qu'il était gratuit à un moment donné sur PlayStation Plus, puis j'ai downloadé, j'ai juste jamais boot up, là. Comme beaucoup de jeux. What pushed us to recruit Kyle was the realization that I had become the bottleneck. I've struggled to keep up with my workload and provide a strong direction for the team while navigating all the challenges of my personal life, including my gender transition. Ceux qui savent pas, justement, le founder de Extremely OK Games, anciennement, c'était Matt Makes Games, qui a rebrand justement parce qu'il a fait la transition. C'est rendu Matty Makes Games, right? Fait que, j'ai tout l'aspect de ça qui rentre en ligne de compte. C'est une transition, tu peux pas faire ça en claquant des doigts, là, c'est un long processus, right? Fait que je peux comprendre le fait que ça l'affecte le projet d'une manière ou d'une autre, surtout si t'es le lead derrière le project, là. Transition involves a lot of change, uncertainty, and doubt, and it's easy to see how that has bled into Earthblade. Further proof que Celeste est une allégorie trans. Ben, pour vrai, tu sais, moi, en jouant à Celeste, je l'ai pas remarqué parce que hard game is hard. Moi, c'est le seul souvenir que j'ai de Celeste. Mais effectivement, il y a des sous-thèmes au travers de qu'est-ce qui est raconté dans Celeste
Qui est une des raisons pourquoi c'est un indie game qui est tellement genre thought-provoking, comme les video game essays le suggèrent. I was despairing about this and apologizing to the team recently, but Pedro said something that helped me shift my thinking. He told me that this uncertainty was always going to be a part of the process and that it wasn't solely coming from me. We've all had to fight through uncertainty together to make Earthblade. Even if we could go back to do everything perfectly from the start, the result would be a different game. Despite the setbacks, we still believe in this project and more importantly in each other. I recently returned from an overseas trip where I underwent a major transition-related surgery. I'm still recovering both physically and emotionally, but it's so nice to be back home and at work. This was a huge destabilizing event that loomed over the last year for me. Now that it's over, I feel such a deep sense of ease. In my mind was a tangle of knots that I can now begin to slowly unpick, and with each knot untied, more clarity takes its place. It feels like the start of a new era. Fait que Earthblade not releasing this year. Celeste, c'est-tu genre un Metroidvania? No, c'est un pixel perfect platformer. Ce n'est pas vraiment un Metroidvania. T'étais trop concentré à être en tabarnak. Pour vrai, Celeste, c'est un des premiers jeux. Celeste est sorti en quoi? 2018? Right? Yeah, il est sorti le 5 janvier 2018. Puis je pense que c'est IGN qui avait donné un 10 sur 10. Puis j'avais fait comme oh shit, je dois check out this game. Puis je m'avais dit, je vais faire un playthrough 100% de Celeste. J'en ai encore des séquelles de ce playthrough à 100%. But I did get the Platinum Trophy. Ça, c'est quand même un bon flex là. Mais, yeah, les B-sides puis les C-sides là, de Celeste, là, c'est bad for your mental health. C'est en quelque part là, dans les archives du streaming, là, si vous voulez voir ça. C'était pas... c'est looking back on it, là, je suis comme, yeah, that was kind of cringe doing that, mais... Sans ça, on aurait peut-être pas la Victime Minute. Sans ça, on aurait peut-être pas la communauté qu'on a établie ici même. Du lundi au vendredi à partir de 9h. Et sans ça, il n'y aurait pas des ad breaks qui vous rappelleraient comment support this lovely show. Alors qu'on prend une petite pause publicitaire. La Victime Minute est une présentation, eh bien, de vous autres. Et oui, sans vous, ce show 100% indépendant ne serait pas réalisable. Donc, je profite de ce petit ad break pour vous rappeler les différentes avenues possibles que vous pouvez employer pour supporter le show. Si vous écoutez le tout via les versions audio podcast, je vous invite à vous abonner aux feeds respectifs, que ce soit sur Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts. N'oubliez pas de laisser une petite note pour faire ressortir le show dans l'algorithme. Et petit rappel que la Victime Minute est aussi disponible en rediffusion vidéo via Twitch et YouTube. Si vous voulez supporter toute la couverture que j'offre sur les différentes plateformes, la meilleure façon est en vous abonnant à ma chaîne Twitch avec un abonnement régulier ou encore Prime Gaming si vous avez Amazon Prime. Non seulement ça me supporte directement, mais tout ça vous donne accès à un paquet de bonus sur Twitch comme des emotes, une expérience sans annonce et sans interruption, un accès au Victi calendrier qui track toutes les nouveautés à venir et aussi au canal Discord réservé. Si jamais ce n'est pas possible, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour ne rien manquer de tout ce qui concerne mon contenu. Et sur ce, je vous laisse avec quelques highlights le temps que je revienne de la pause. Bienvenue dans mon labo de combat. Oh, j'avais mentionné un cadeau de bienvenue pour les nouveaux membres. Le voici. Eh ben... Vous réanime une fois si vous perdez tous vos PV en combat. Nice. C'est comment qu'on s'en sert, pas vrai? Garde sur toi et si les choses tournent mal, tu auras une deuxième chance. Je doute fort bien que je vais avoir besoin de mon mushroom. Clippez ce moment-là, puis on... D'un coup je meurs, we'll go back to it. 1 hour later. Oh my god. Fuck! I'm dead!
Je doute fort bien que je vais avoir besoin de mon mushroom. Mais j'avais un one-up! Là, c'est le temps de rewind au clip où j'ai dit que j'allais pas mourir. Yeah. Yeah. What's happening? Qu'est-ce qui se passe? Hey, c'est fucking esti episode 2 là. Jesus Christ. Ok. Ah! Ah! Got him! Got him! Take all this, man. Are you fucking serious with that shit? Why did I move here? I guess it was the weather. No fucking way. Or Spider-Man! now it's your turn. What? Ratchet and Clank is back! You all right back there? What? Ok, ça c'est littéralement un moment dans Kingdom Hearts. Là, je suis plus sûr si je veux. I need this game right now. I need this game right now. What the fuck? Tango. Wait, c'est Shinji Mikami? Ah, what? Wait, on va voir Ghostwire. C'est first person point of view. C'est comme BioShock. What? Ok, what the fuck, ça a l'air insane comme jeu. Si, let's go! Hey! Sacrément! Yep, there it is! Woo! Oh! Oh! C'est la lumière bleue quand elle ouvre. What the fuck? Yo, ça a l'air de l'affaire straight out of the fucking future. Holy shit! What the fuck? What? Dick on this Xbox with your fridge, man. This is next gen right here. What the fuck? Hey! Quoi? What the fuck? Aïe aïe! Check-moi le design next level. That's next gen, man. And we are back, mesdames et messieurs. Merci d'avoir sit through this little ad break. La victime se poursuit avec d'autres actualités qui inclut un petit segment dédié au hashtag coverage, pas venant de moi, mais venant de d'autres publications. Parce que Open Roads sort aujourd'hui sur toutes les plateformes, me semble. Attends, on va vérifier là, dans le calendrier. Open Roads, PS4, PS5, Xbox One Series, Switch and PC. Fait que yeah, all platforms. En plus d'être dispo Day One sur Game Pass, je sais pas si right now il l'est, mais d'après moi oui, faudrait que je vérifie là. Mais anyway, je vais l'installer après le stream, peu importe. Fait que I'll play that over the weekend. Avec 18 critiques de listés. En moyenne de 71. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce jeu, c'est le jeu le plus récent venant de Annapurna Interactive, ben en fait publié par Annapurna Interactive, qui est un emotional tale entre une mère et sa fille au travers différents landscapes. L'affaire particulière de ce jeu-là, c'est que c'est voiced par Caitlin Dever et l'autre, je me rappelle plus c'est qui. On a vu c'était qui genre cette semaine. Attendez là. Kerry Russell, there you go. Kerry Russell, je me souviens. Fait que on va faire un petit review random comme j'ai dit. Commençons avec la critique de IGN pour Open Roads. Open roads can sometimes hit alarmingly close to home. For example,
Early on in this interactive road trip, your 16-year-old protagonist Tess turns around to reach for a bag perched in the back of her mum's vintage station wagon. Without skipping a beat, she's accosted by her mother, Opal. The altercation flooded my brain with memories of family road trips in the early 2000s. You can't just turn around, it's unsafe, my dad would say from his vehicular throne, despite how frustratingly close I was to grabbing my Game Boy. Parental authority and nostalgia are just a few of the powerful tools Open Roads harnesses to deliver a playful and relatable story about coming of age in the early aughts. However, hastily resolved problems and a lack of an engaging mystery also make this adventure a little too predictable to leave a lasting impression. That's easy for you to say. Yeah, I remember. And the answer is still no. Set in the wake of her grandmother's passing, Tess and her mother are forced to navigate grief and economic uncertainty as they cope with the breakdown of their nuclear family. Tess's father is distant, in touch via text alone, while her mother maintains a tough exterior for her daughter's sake. Stuck in the middle, Tess's optimistic outlook shines through, but hides a trove of complex emotions. The exceptional Hollywood lead, ok, ben c'est des actrices connues là. Kay Russell était dans plein d'affaires que je ne pourrais pas nommer. Mais puis Caitlin Dever, elle va faire Abby dans la série HBO The Last of Us. Emotions run high, and I felt connected to these characters as early as the opening back and forth. Please tell me the keys are somewhere. I need to see what a lava lamp looks like after it just sits there mutating for 30 years. The art style leaves a lasting first impression as well. Hand-drawn 2D characters are layered on top of meticulously detailed 3D environments, giving this world a unique dreamlike quality, with imperfect scribble notes juxtaposed against an angular digital backdrop. I couldn't help but inspect the scratches and flecks of dust on a chunky iMac lookalike I came across at one point. While this trip is mostly isolating by design, the touches of life like soot particles hanging in the air and tree swing in the wind make you feel more at peace in the solitude. Ooh. In the process of sorting through her late grandmother's belongings, Tess uncovers a curious briefcase of relics, complete with a cryptic postcard from an unknown sender beckoning her grandma to join them. Keen to escape the immediate burdens of loss, Tess convinces a reluctant Opal to cross the country and unravel a generational family mystery. Melancholic but strangely engrossing, Open Roads almost entirely consists of rummaging through dioramas lost to time. From derelict summer houses to musty hotel rooms, each new location contains sprinklings of forgotten belongings to interact with, alongside precious tidbits of environmental storytelling I relished in examining with a fine-tooth comb. An admittedly repetitive process, standout items like charming childhood drawings that mask coping mechanisms with superheroes and classic rented DVDs managed to keep me on the hook while effectively timestamping each hazy era they were from. Oh, right. I was supposed to feed you. Poor little guy. A light smattering of systems allow you to engage your inner holistic detective to piece together the past, but don't expect deep puzzles or critical thinking. Across its roughly 3.5-hour runtime, Open Roads didn't get more complicated than finding an odd opening to another room or searching out a partially hidden letter. The more you scour, the more you confront its past and its present storytelling that revolves around Opal's own childhood traumas, which are finding new life in the issues now plaguing her daughter. Like phantom wounds passed down through generations, the happy-go-lucky veneer masks troubling truths that are, for the most part, intriguing to unfurl. Well, howdy there. What's your name, buddy? Interacting with certain items can prompt Tess's inner monologue and offer a window into a developing psyche, while plot-forwarding objects trigger eye-opening conversations with her mother. Seeking out as many of these touchy scenes as possible helped ground me in the story, and compelled me to tinker with all the toys I could find in search of more emotive exposition. Unfortunately, such loaded artifacts are few and far between. Still, the conversations surrounding them felt sincere, and created a nervous atmosphere that kept me guessing as the family's secrets started to surface. Environmental inspections are spliced between highway drives where Tess and Opal process the latest day while coasting to the next spot. Where static locations focus on Opal's murky upbringing and faulty memory, the car conversations center around Tess's present issues with her mum. Initially, the mysterious man's letters and postcards appear to be the hook, but the persistent interpersonal turmoil is by far Open Road's defining asset. What? My cell phone. I left my cell phone at the hotel. It was disappointing then that as a player come passenger in this journey, I began to feel like a ghost in the machine, privy to all the surrounding context, but unable to engage with it meaningfully. Even though I could radio surf, flick door locks, and text as the autumnal foliage passed me by, I felt distant from Tess as the story soldiered on. Ah, pour vrai, moi je trouve que le art style est nice. C'est comme des environnements 3D avec des dessins par-dessus. Until surprisingly quickly the credits rolled. A few breezy puzzles offered fleeting resistance, but the twists and turns of the story didn't provoke the emotion I expected when they finally arrived. The pieces of this quilt never quite stitched together for me. Do your homework.
This feeling is most frustrating when you're offered options in dialogue. I was often keen to chase certain plot threads, but my choices always tended to lead to the same place. The inconsequentiality of what I thought was important subtext became especially disheartening when I realized this in my second playthrough. The investigative spirit in its early game explorations was never nurtured during open roads conversations. Heavy discussions about mental health felt like an opportunity to level the playing field between Tess and her mother, but such moments weren't allowed to breathe in a believable way. A safe and disappointing climax only confirmed my fears, providing an easy answer that felt like a messily applied band-aid over a far more complex wound. I was left longing for more of the ugly, believable humanity we all partake in, but this tale decidedly orbits. Damn. Notify the blah blah. Propelled by a star-studded cast and charming retro world, Open Road's Yeah, tale on of va family parler tragedy des stumbles voice over its heavier performance. themes, delivering an earnest but ultimately safe road trip mystery. Pottering through meticulous environments full of kitschy decor was at least enough to keep me entertained for its short runtime. However, with sharp teeth and no bite, I was left hungry for something meatier and more emotionally Damn. charged by the time the credits rolled. For more on recent adventure 6 games, out of check out our 10 reviews for IGN. Alone in the Dark or Outcast: A New Beginning, and for everything else, stick with IGN. Ouais. Voyons voir ce que les autres ont à dire par rapport à Open Roads. God is a Geek ont donné un 9 sur 10, disant Open Roads offers a window into being a parent and growing up. It's emotional, insightful, and beautifully designed with an engaging story. Fait que eux, ils ont bien aimé. Forbes ont donné un 8 sur 10, disant Open Roads is a lovely way to spend 90 minutes or so. Ok, IGN on dit 3 hours. Forbes dit 1h30. Fait que je sais pas si c'est le total runtime ou si c'est juste le 90 minutes qu'ils ont joué puis après ça ils ont move on. All the elements by and large come together harmoniously in service of a story that had me hooked. And the two strong central performances elevate the entire piece. I can't ask for much more than that. Beaucoup de 8 sur 10, mais aussi beaucoup de 7 sur 10, notamment Games Radar Plus qui dit Open Road's mother-daughter travel log about discovering long-buried family secrets is heartfelt, but this lightweight, driving adventure doesn't reach the momentum of the mystery it so carefully maps out. Eurogamer a donné un 6 sur 10, disant all of which combines to make Open Roads an experience that's pleasant to drift along to. The moment-to-moment uncovering of the mystery and your family history is gently absorbing and provides the catalyst Opal and Tess need, mother and daughter, to continue to some realizations of their own. Those thorny familial realizations are handled maturely and end up in a nice place of understanding, which I appreciate. And likely you'll end up with a warm glow from the game, as I did. It's a nice day out, it's just that as soon as it seems to get going, it's over and on your way and you're on your way home. Damn. Et PC Gamer de leur côté qui en a un 56 sur 100, disant pleasant but rarely compelling characters undermine the spiritual sequel to Gone Home. Parce qu'effectivement, là, la manière que c'est amené, ça fait penser un peu à Gone Home. Je pense pas que ça touche les mêmes thématiques, right? Ça explore plus la dynamique parent-enfant. Mais c'est dans c'est le même genre d'expérience. Fait que, yeah. Open Roads qui sort aujourd'hui on all platforms, comme j'ai dit. Day 1 sur Game Pass. Si vous avez Game Pass, vous pouvez y jouer. I will be checking it out probablement ce week-end. Parce que I'm in need of a strong emotional game, les amis. Et pour remédier à tout ça, parce qu'il faut balancer le tout quand on game, right? Ça nous prend nos strong emotional games et aussi nos horny ass action-packed video games. Demain, il y a la démo de Stellar Blade qui sort. On va la couvrir ici même sur Twitch et YouTube. En plus de Pepper Grinder, ça va être notre spotlight jeu vidéo de la semaine. Il y a des previews qui sont sortis pour la démo, en fait pour Stellar Blade qui focus spécifiquement sur la démo. Fait qu'on va écouter ce que IGN encore une fois a à dire sur Stellar Blade. Sekiro meets Nier Automata. What about Sandland? J'ai toujours pas boot up Sandland. Je vais probablement le boot up dans les prochains jours justement là. Hier, j'ai vu la critique de IGN sur mon feed Twitter, mais pour le anime, je pense que c'était pour le jeu, puis on a donné genre un 9 sur 10. Puis j'étais comme, oh, I might need to take a look at this, là. Mais, yeah, Sandland, peut-être qu'on va cover le full release, je sais pas.
Ça va dépendre de si j'apprécie la démo. Là. Mais elle est installée sur mon PC. Fait que it's only a matter of time. Next week, probably, je vais avoir du temps. Alright. Stellar Blade qui sort next month. Let's see. If stylously wielding a sword as an anime-style female warrior traversing a post-apocalyptic world left behind by its inhabitants sounds anything like Nier Automata, well, that's because Stellar Blade director Kim Hyung-tae was directly inspired by Square Enix's 2017 hit. I'm probably not the only one who imagined Stellar Blade would play similarly to Nier Automata as well, a stylish but casual action game that allows you to beat the crap out of your enemies without too much stress. However, from the moment I got the hold of the controller, I realized that I was gonna have a much more nerve-wracking experience than I expected, but in the best possible way. Stellar Blade puts a much bigger emphasis on defensive skills than I would have thought. Reading the timing of enemy attacks for well-timed parries and dodges is almost as important j'ai écouté le preview de Kind of Funny d'en parler dans le dernier Gamescast, là. J'ai écouté ça ce matin. Il dit que c'est beaucoup plus similaire à genre Slice of P / Sekiro que genre un Bayonetta ou Nier Automata. Fait que c'est quasiment comme plus un Souls-like qu'un straight-up action game. Ce qui me parle pareil, là. Genre, don't get me wrong, j'aime bien les jeux d'action, mais yeah, c'est pas comme un Bayonetta niveau combat, là. Vraiment plus comme un Souls. Parrying multiple ouais, attacks to disrupt temporal. your enemy's balance Dommage, allows you to ça. perform a special attack called Retribution. Ben, c'est pas combo-based comme justement Bayonetta, Devil May Besides your Cry, regular tout dodge ça. Là. mechanic, Stellar Blade introduces Blink and Repulse. Both are dodging skills that counter the enemy's attack, but they can only be used against specific attacks. Blink is utilized by pressing the circle button and moving the analog stick forward simultaneously, while Repulse requires you to Mais les press hair circle physics, and move hein? backwards. At first it can be challenging to instantly know Tout le monde va and être react comme to an enemy ah! attack that can be countered by Jiggle micro physics! repulse. Moi je vais être comme Once yo, you get the hair hang of it, physics? parrying and dodging a C'est series fou, of là. attacks only to deliver a devastating counterattack at the end feels incredible. It makes you realize just how much Stellar Blade rewards the time you take to learn attack patterns. In games that put a high emphasis on parrying and dodging, I often find myself playing a bit too defensively. Thanks to a great set of offensive tools, I didn't have the same problem with Stellar Blade. Beta skills, which can be utilized once your gauge is full, can cancel an enemy's attack if the timing is right. There's also an attack that allows you to quickly get close to J'ai the enemy l'impression after que dodging from a distance. le footage de IGN est vraiment laggy, là. C'est pas le jeu. Ça a pas l'air fluide. Can feel just as great as the parrying and dodging. Stellar Blade equally provides the player with both great defensive and offensive skills, which makes it feel balanced and deep. Being able to take different strategies depending on the enemy type is great in itself, but it feels like Stellar Blade has enough depth and variety for players to find their own unique style to tackle the challenging combat. At a certain point in the game, Eve will become able to use a long-range gun-type weapon as well. Nah, what While the melee fuck? combat remains the main focus, some instances require the use of your gun in order to advance, and apparently some stages are designed for this weapon, but I didn't Man, get to what play is any of this those. outfit, dude? I did get to use the gun in a fight against Stalker, one of Stellar Blade's creepy bosses. By successfully Yes countering and a nope, specific t'aimes ça attack les with pulse, horny a weak games? spot is unveiled next to Stalker's head. Heavy Aussi. damage can be dealt if you are quick enough to fire at this weak spot. I also found myself relying on the gun whenever I was out of potions, as attacking from a distance wasn't nearly as risky as attacking with my blade. At the very least, the gun should function as yet another option in Stellar Blade's already robust combat. J'anticipe déjà le discourse derrière Stellar Blade à sa sortie, là, de toute la sexualisation des personnages de jeux vidéo. Là. Ça va être... It's gonna be something. Genre, I'm already envisioning the Kotaku Polygon article là, par rapport à ça. Qui ont quand même un point. I mean, tu sais, comme. Let's be real, c'est over-sexualized. Puis je l'ai déjà dit que je trouvais ça un peu weird. Que comme les développeurs sont comme, hell, look at our fucking character, tu sais. Mais c'est ça. Ça va être un peu lourd le discours là. Fights all had a wide array of attack Ah, patterns pas that sûr, Alexis. fundamentally changed once they headed into a different phase. Il y en a eu avec While Tubi, il va en overwhelming avoir at avec elle first, aussi. After a few tries, Yeah. I realized how the attacks were designed for me to utilize the parrying, Non, dodging, Droppy, and mais other j'ai entendu skills des that Stellar bons, Blade had taught me at des that bons point. commentaires de What Remains.
Je pense temporaire il a joué peut-être. Normal mode and Stellar Blade is the While end of calling it a Souls-like wokeism, would yeah. make it sound more difficult than it actually is. In normal mode, regular Bon, enemies en fait, can c'est kill pas you pire if que you les get your guard down. premiers Tomb Raider à On my l'époque. first few attempts, bosses Ben, felt je quite sais pas challenging là, as c'est well. beaucoup plus réaliste, fait From a game design que. perspective, Stellar Blade does draw a lot of inspiration from the Soulsborne genre. Camps feel just like bonfire checkpoints. You can unlock shortcuts that lead you back to those checkpoints, and be prepared for surprise attacks from enemies placed just around the corner. When playing in story mode, the game C'est une feels a lot maison more weird as fuck forgiving, dans le jeu, and je viens you d'avoir, can mais il y turn en on a an une similaire qui accessibility option existe. called IRL, Action ça? Assist that tells you the right timing for parrying and dodging in QTE C'est fashion. oui, the best channel. I like that camps don't just function as a place that restores your health and refills your potions, but provides some actual relaxation for Eve as a player. Watching Eve In the kick back on her Alaskan chair while woods. playing your choice of song on the record player is a good way to take a break. At Man, these hier, camps, quand Eve je occasionally has passais à la job, conversations with j'ai her ouvert mon friends, char. and the game can Puis, reward you no with joke flashbacks là. and other C'était quasiment un events. signe Some de events Dieu. only occur at La radio est specific camps, partie, so puis ça a finding all juste. the camps functions J'ai as a juste nice extra for entendu. completionists or Oui, those the who want to best dig deeper into music! Stellar Blade's world and characters. DJ You can buy Khaled! items and C'est learn new skills at camps as well. Wild Thoughts Newly qui a obtained joué. skills can be tried out C'était in the game's écœurant, training j'étais room, comme. but even if you don't, This Stellar is- Blade this will is my remind you of that life. skill during the next combat session in the main game. Stellar Blade has many small La details radio me like this connaît. that made me feel like I was being taken great care of. For example, whenever the beta skill gauge is full, the game's UI will notify you of this. While it might sound like an Oui, c'est afterthought, nope. for someone who often gets caught up in the action and forgets to look PS5 at the gauge like me, it goes a exclusive. long way. While Stellar Blade is combat focused, I experienced some simple puzzles and platforming as well. Entering a code in order to open a door was so straightforward that I didn't even feel bad to refer to the hint feature. While not particularly spectacular, platforming sessions like moving wooden boards on a water surface by swimming to then climb on them and jump to a nearby ladder were decent enough to provide some welcome variety. Speaking of swimming, Eve can swim underwater as well, which I found somewhat rare for a combat-focused action game. Ouais, like c'est vrai ça. In typical video game fashion, swimming to the bottom of the water rewarded me with a treasure chest. What else would you expect? While mostly linear, the stage I got to play was wide enough for a few detours with other hidden treasure chests and Juste optional cliquer enemies. la boîte. I got the impression that Stellar Blade takes exploration seriously as well, at least for an action game. In the main Je suis game, down, players man. can explore a city called Zion, as well as some less Pour vrai, linear je suis vraiment areas. down pour Stellar Blade là. J'ai hâte de jouer demain. While the depth of its exploration remains to be seen, Stellar Blade's action alone was more than enough for me to get excited for its April 26th release on PlayStation 5. For more upcoming games, stick with IGN. Holy shit, l'animation! Demain là, get your Japan emotes ready parce que je sens que je vais spammer beaucoup le Japan soundbite. Ok, à Stellar Blade, demain, on check out la démo. Demain, la démo est officiellement disponible. Et pour round out notre coverage segment pour aujourd'hui, first preview pour Visions of Mana, qui a encore une fois été publié par IGN. Mais semble qu'on n'a pas de date de sortie pour Visions of Mana à part le Summer 2024 release window. Fait que, allons voir ce qu'il en pense It's de no Visions secret of that Mana. Square Enix's Mana series has impacted the JRPG genre immensely since it debuted in 1991. It's a franchise rich with deep stories and memorable combat that has stood the test of time. Despite the last mainline game releasing 18 years ago, fanfare has yet to die down as seen with the success of the 2020 remake of Trials of Mana. The question is, can a brand new Mana game replicate the same success as a remake? From the 2 hours I played of it at PAX East, Visions of Mana's fresh take on battle and class systems not only gives it the potential to meet the success of the originals, but Man, it what a might year even for end up JRPGs, surpassing chat. them. Genre pour vrai, je pense que 2024, c'est potentiellement la meilleure From the année moment des I started playing JRPGs. Visions of Mana, my expectations of it changed. Gone are the days of sprite-drawn, top-down 2D FF7 combat. Rebirth, Here are Like the a days Dragon, of fast-paced, Persona flashy, 3. and vibrant 3D So- semi-open field battles. Gameplay puts a heavy focus on the action part of the action JRPG genre, including aspects like aerial combat to help open up the tag-based sword slashing Unicorn and Overload, magic yeah, system already in tout à fait, place. tout à fait, Frog During Army. each encounter, I could swap between the three heroes with a push of a button, using their unique abilities and Unicorn strengths in Overload, c'est genre le accordance with Octopath specific Traveler enemies 2 that were in de the battle. 2024. Dans le Valve's sens où heavy que attacks were useful tout le monde for qui y joue fighting est comme enemies yo, ça c'est un one-on-one, Game of the Year while Morley's contender, speed is mais c'est perfect genre for encounters 2 made up personnes. of a higher number of enemies.
Karina serves as the ideal support role, Yeah, not only bon. providing healing but dishing Moi out avec, je l'ai acheté powerful sur Switch magic attacks spécial. like Thunderbolt that deal Wink, area wink. of effect damage that is both powerful and far-reaching. Whenever I wasn't using the other two characters in combat, the AI takes over seamlessly. Having all three heroes participate in the battle all at once results in a variety of C'est combo acheté moves physical en that deal plus. significant Trouver damage, physical? Damn. especially when T'as adding fait combien elemental de vessels boutiques into pour the le mix. trouver? These mystical artifacts play a huge role in Visions of Mana's Je sais que combat. c'était Depending on who difficile à has trouver which pendant un element bout. attached to them, their skill sets, stats, Ah, and weapon Amazon. types will change drastically. Great. I loved how different the trio felt while experimenting with switching classes for specific battles. In this preview, there were two different elemental vessels, Moon and Wind. The first manipulates the flow of time. Ça, while c'est the plus second mon genre de controls air JRPG currents, pour vrai. lofting enemies off their feet while dealing Just damage. action oriented là. Playing as Val's Aegis class using the Vessel of the Moon is a completely different experience than when it's equipped to either of the other party members. In this state, he uses a lance and shield while also having the ability to manipulate the flow of time, making for a terrifying 1-2 punch of slowing any enemy down to be able to dish out both quality and quantity with his damage. Nothing was more satisfying than using this on the Gem Valley Ochoro in the first area of the preview. Is that Sonic? This sturdy and fast enemy who felt like a beefy Sonic the Hedgehog was an absolute menace, Yo? featuring crazy speed and high defense that made for a long and drawn-out battle. That battle became much easier after switching Val over to the Aegis class. Thanks to the Luna Globe, a time bubble is created that slows every enemy trapped within it to a crawl, which is perfect for speed demons like the Ochoro. While it still takes a few attempts, trapping the hedgehog in the bubble and wailing on it with a barrage of melee and magic spells resulted in a satisfying fight. Being able to approach battles by equipping different vessels to different characters beforehand makes for an interesting rock, paper, scissors combat mechanic. The longer each battle progresses, the more every character's special meter grows. Depending on what vessel is equipped, building this up to 100% results in a Fait que c'est powerful quasiment onslaught that comme works on individual Final bosses Fantasy Rebirth and sans les large crowds alike to ATVs. deal some serious damage and inflict. This ability makes Visions of Mana's more challenging fights, like the time trial side mission, feel more manageable while maintaining its interesting degree of difficulty. The 2 hours I spent with Visions of Mana painted an image of how Music, exciting man. it can be. While it may seem like a scary change, the action-focused combat and the introduction of gameplay elements such as elemental vessels might be what the series needs to bring it back into the modern-day limelight. For more on Visions of Mana, check out our game overview trailer and an introduction to the newest, cutest dog companion that'll help you travel through the world Oh. quickly and adorably. And for everything It's a else in the big world of video doggo. games, you're already in the right place, right here at IGN. La VIICTIIMINUTE. La VIICTIIMINUTE. Screw IGN. Ça va about la VIICTIIMINUTE ici. Poursuivons justement this wonderful show with trailers, game announcements and new dates. Et justement, on a le March trailer pour Visions of Mana suite au preview de IGN. Regardons ça. See what it's all about. Wow, this looks cool. Le art style là Don't you worry. est tellement coloré Any que monsters we meet along our journey to juste ça, ça donne le goût de won't lay l'essayer. a finger on you. What is it? Are you selling something? You folks in the habit of staring at strangers? C'est une grosse télé là, yeah. Imagine ça sur une OLED 4K là. Ouh! Ouh là là. You're finished! Yeah! Consider me interested. Chat. Visions of Mana. J'ai jamais joué à un Mana game. This will be a first. Oh, there's a new Phil Spencer interview? We will be watching. Tant que c'est pas sur la Switch, it will not.
puis on the Switch, Alexis, selon les plateformes listées. Oh wait, j'avais pas fini avec les news. C'est vrai. Ok, on a encore quelques news stories à couvrir. J'ai mal gagé mes tabs. Désolé. We got details. Mais on a quand même un trailer pour Modern Warfare 3 Season 3, mais des détails pour la prochaine saison de Call of Duty qui va être disponible le 3 avril. Fait que Season 3 qui va arriver non seulement sur Modern Warfare 3 mais aussi sur Warzone. Hier on en a parlé brièvement. On the multiplayer front, Season 3 will include 6 new core 6v6 maps with 4 available at launch and 2 arriving mid-season. The launch map includes 6 Star, which takes place atop a high-end resort in Dubai, and Emergency, which is set around an Arizonan medical facility on the summit of a remote mountain range. Grow House is a reimagined take on Sphere from Call of Duty Vanguard, which sees players fighting around a backwoods narcotic den, while Tank takes place after hours in Vondel Zoo, centered around the aquarium and reptile exhibits. Il y a Capture the Flag qui va être introduit. Et One in the Chamber dans le launch window. Minefield et Escort sont prévus pour le mid-season content drop. Zombies getting a new story mission, a fresh Dark Eater rift, and a new warlord in the form of artillery and demolitions expert Rainmaker. Puis on l'a vu brièvement, là, mais Warzone 3, ou Warzone Season 3 plutôt, va mettre en lumière le retour de Rebirth Island aux côtés de Resurgence Mode. Puis il y a un training mode qui s'appelle Warzone Bootcamp qui va être ajouté également. Regardons le multiplayer trailer pour Season 3. À quand une tune de DJ Khaled dans un trailer Call of Duty? C'est pas déjà arrivé, il me semble que non. En tout cas, ils savent faire des bons trailers à Activision. Si le contenu reflète ça, c'est relatif à tous et à chacun, mais à chaque fois que je regarde un trailer pour Call of Duty, c'est le biggest game in the world, fait it makes sense. Je suis comme, damn man, some hype. Alright, last piece of news. Relative à Twitch. Twitch bans turning butts and boobs into green screens. J'en ai pas parlé plus qu'il faut de ça là, mais depuis quelques semaines, c'est genre ça la nouvelle méta sur Twitch là. Genre, historiquement, il y a eu plein de méta qui franchissaient, mais qui franchissaient pas la ligne des TOS, right? Des Terms of Service qui étaient acceptables sur la plateforme. Mais là, ça a un peu dégénéré avec whatever this is, right? Que le monde est green screen leur ass dans leur stream, right? Ça, c'est un clip justement qui a été partagé à une multitude de reprises. Et là, Twitch a modifié les Terms of Service parce que ils voyaient peut-être que c'était too much, right? Donc, The Verge rapporte the latest update to Twitch's community guidelines is oddly specific. According to the update starting March 29th, content that focuses on intimate body parts for a long, prolonged period of time will not be allowed. Et là, la formulation est quand même directe, mais ça reste vague, right? C'est comme... Et où la ligne? Parce que est-ce que je peux avoir... Je dis ça en tant que streamers qui a quand même un cleavage assez développé.
est-ce que je peux me mettre genre en gros décolleté puis pas flasher, c'est pas ça le bon mot, mais mettre en lumière mes assets? Est-ce que ça va être considéré content that focuses on intimate body parts? Ou c'est vraiment genre toute la méta de green screen qui va être interdite? Est-ce que je serais écœuré de travailler chez Twitch avec ces filles-là? Tu penses que c'est too much? On peut plus rien faire. Non, pour de vrai, si tu veux montrer tes boules, reste pas sur Twitch. Ouais, je pense que, tu sais, Twitch a quand même fait des concessions là, par rapport à toutes les nouvelles méta. Si vous adhérez à ce contenu-là ou non, ça vous appartient. Est-ce que je trouve que ça a sa place sur la plateforme? J'étais un peu mitigé. Que Twitch, c'est plus juste du gaming, c'est rendu actualité. Le gars plug l'intro, c'est que je suis calme. Mais tu sais, Twitch a évolué au-delà de juste les jeux vidéo. Fait que peu importe ce que tu fais, ça a sa place sur la plateforme. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, je suis pas familier à toute la méta du green screen, mais peut-être ça va être controversé ce que je dis là. Au pire, reprenez-moi Twitch chat. Mais j'ai l'impression que cette méta-là, en ce moment, peut-être c'est des cas spécifiques considérant les streamers. Mais tu sais, c'est souvent des gens qui ont des OnlyFans qui secure the bag au-delà de Twitch. Et j'ai l'impression que Twitch, avec cette méta, c'est comme rendu quasiment comme ben en fait, c'est l'est, là. Parce qu'ils peuvent pas promote leur OnlyFans directement, ils promotent genre leur Linktree, là. Fait que c'est une façon de promouvoir leur contenu d'adultes au-delà de Twitch. Là, j'arrête pas de scroller cette image, je fais juste une paire de boules, je suis comme tabarnak, là. Va juste scroller down, esti. Va falloir que je trouve mon gars quand il va venir sur Twitch, c'est clair, là. La Giving Bird position me cringeait plus. Ouais, ça avec c'était intense, là. Ok, j'avais pas vu encore le green screen cleavage. Yeah, non, moi non plus, c'est la première fois que je l'ai vu aussi spooky, là. The move is without a doubt a targeted response to the new Twitch meta wherein streamers project gameplay onto a green screen part of their bodies, specifically the breast or buttocks. The trend was popularized by Mordecai, a creator known for pushing the boundaries of Twitch's streaming policies. Earlier this month, she streamed herself playing Fortnite with the gameplay projected on her butt. During her stream today, she wore a green screen cutout shirt, making her head and chest the only parts of her a viewer could see. Other capitalized on the new meta by projecting gameplay on various body parts, but with today's announcement, such activity will become a bannable offense. Fait que je pense que c'est vraiment cette méta-là spécifique, là. Parce que, I mean, c'est un peu exagéré. C'est clever. T'sais, don't get me wrong. Ça, faut quand même s'y penser en esti. Mais est-ce que c'est too much? Yeah. J'aurais tendance à dire oui, là. Je trouve ça all good. Tu trouves ça acceptable pour Twitch? I mean, your warning du temps plus. Oui. Don't get me wrong. Mais encore une fois, c'est une instance de... I guess Twitch veut essayer de limiter les dégâts de l'image de sa plateforme, right? C'est sûr que, man, don't go into the pools, the hot tubs and streams category, parce que c'est ça. Mais, yeah, il y a comme deux côtés de la médaille, là, à ce niveau-là. Il y en a plein qui se montrent comme ça. Mais c'est ça. Tu sais, ça, c'est une instance. Il y en a qui font même pas ça, puis qui ont quand même du contenu hyper sexualisé, là. T'sais, on parlait de Thunderful tantôt, tu sais, ça avec, là, le jiggle physics, tits and ass, pis tout ça, tu sais, même dans les jeux spécifiquement, il y a du contenu sexualisé. Fait comme, c'est quoi la différence entre... J'arrête de scroll up. Calice! C'est quoi la différence entre ça pis la méta actuelle, là? Fait que... Warpie est connu pour fucking bend the rules 24/7. Moi, faut juste qu'il y ait des mesures pour pas que des personnes mineures tombent là-dessus, puis que ce soit pas promo sur la front page. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que déjà Twitch a mis en place, right? Que ce genre de contenu-là n'allait pas figurer sur la front page.
Parce que c'est pas tout le monde qui veut ouvrir Twitch puis voir du cleavage là, en partant. Là. Comment se montrer les fesses en jouant en même temps à Switch, genre? Eux bannent ça, mais Facebook montre une femme qui nous montre très clairement en dessous de sa jupe, genre, je suis pas sur Pornhub. C'est-tu la nouvelle Amaranth? Maybe, ouais, j'imagine. Daily reminder qu'il y a du yoga nu sur YouTube. Wait, what? T'sais, peu importe quelle plateforme que tu vas, il y a du contenu sexualisé. Tu regardes TikTok, il y en a. YouTube, Facebook, Instagram, whatever. Twitch est une plateforme parmi tant d'autres où est-ce qu'il y a du contenu sexualisé. C'est juste qu'encore une fois, je pense que Twitch donne ça à certains créateurs et ils prennent ça, puis c'est là que ça dégénère, puis ils ont pas le choix de trancher là-dessus. Là. T'sais? Check bien, c'est classifié comme instructional video. Non, juste parce que comparé à Amaranth, elle est juste fucking dumb. Voyons, Nico. Fait que ça va rentrer en vigueur demain. Puis ça a été annoncé hier, fait que ça a laissé 2 jours là, pour comme arrêter. Mais je suis sûr et certain là. Je suis sûr et certain que suite à cette modification des Terms of Service, il va y avoir some other fucking meta qui va être établi, qui va pousser les limites. Puis ça va être encore une fois une instance de comme qu'est-ce qui est permis puis pas permis là. Ça va être un cycle inévitable, mais c'est ça. This is the latest in a string of updates in which Twitch has had to play catch up with the platform's more risque content creators. Pardon. In December, Twitch relaxed its nudity policy to allow deliberately highlighted breasts, buttocks, and pelvic region, so as long as the stream had the appropriate content label. On se rappelle de toute la la saga des AI drawings, puis à quel point ça c'était out of control, right? The company immediately reincited the policy after streamers pushed the boundaries of it, stating, upon reflection, we have decided that we went too far with this change. Then in January, Twitch updated its guidelines again to ban implied nudity after creators, including Mordpie, streamed themselves at angles that suggested they weren't wearing clothes. This latest guidelines goes into effect March 29th. It will only be a matter of time before streamers figure out a new way to get around it. To be honest, faut protéger les kids sur internet. Après ça, si c'est pas de l'incitation à la haine, I don't care. Yeah, je comprends un peu ton feel, Bobo, c'est ça. C'est comme... Le monde sont comme, oh my god, ça a pas sa place sur Twitch, ou genre, pourquoi il y a du contenu sexuel sur Twitch? Motherfucker, il y a du contenu sexuel partout. Tu écoutes un fucking vidéoclip sur YouTube, il y a du contenu sexuel. Fait que c'est pas un argument qui make sense. Oui, comme Twitch, OG Twitch, là, dans le temps que j'écoutais Man vs Games, c'était all about video games et pratiquement seulement par rapport à video games. Mais la plateforme de live streaming landscape a évolué depuis le temps. Fait que c'est sûr que tu vas avoir du monde qui font autre chose. Mais comme, dis pas que... Tu peux être mal à l'aise face au fait que ce contenu-là existe sur la plateforme. Tu sais, comme moi, personnellement, je trouve pas que ça a sa place sur la plateforme. Il y a d'autres plateformes où est-ce que ce genre de contenu-là fitterait plus. C'est pas du contenu que je consomme, fait que at the end of the day, I don't really care. I'm just gonna do my thing ici, puis that's it, that's all. Right? Fait que s'ils veulent faire ça, more power to them, ça change absolument rien à ma vie. Mais le monde sont comme, oh my god, genre, I'm boycotting Twitch. Genre, il y a du contenu sexuel partout. Partout. Sauf Instagram, c'est genre, t'es bombardé quasiment, là. Le château de Disney, il y a un dick sur le dessin. Tu regardes Nickelodeon, esti, tu regardes Drake et Josh, il y a du contenu sexuel dedans, là. Ouais, Twitter, c'est pire. J'ai dit Instagram, mais dude, Twitter, là, Pussy in Bio goes crazy. Fait que, c'est ça. Un jeune qui veut trouver du cul va en trouver quelque part en bout de la ligne. Faut juste que ce soit plus dur à trouver. Exact. Exact. Scroll les comments puis y'a aucune censure. Fait que c'est ça là, les latest updates du Twitch TOS. Même tu regardes Victim puis il parle de contenu sexuel. Ouais, c'est ça.
Oui, il y a un filtre si c'est pas sexuel, il le cache. Ouais, c'est ça. Twitter qui met de l'avant le contenu sexuel d'abord et avant tout. Et là là. Bon, là pour de vrai. Game announcements, trailers and all that. Bandai Namco ont sorti 3 nouveaux jeux sur Steam. 3 jeux qui sont complètement gratuits. Let's take a look. All 3 games are part of the developer's 2023 new employee training project, which it runs in collaboration with Japanese publisher Phoenix. The games are developed by Gearbox Studio, an indie games label within Bandai Namco staffed by the publisher's new recruits. The idea is that by making games in GR, new recruits can get the nurture and experience they need to prepare them for work on Bandai Namco's more high-profile games. Last year, VGC played 3 of GR's release, Hook and Kaiju, Shigeru Planet, and X-Cycle at the Bit Summit Indie Festival in Kyoto, and came away impressed by all of them. However, while last year's games were also free on Steam, they were only available in Japan. This year, all 3 games are available for free for players globally. Fait que ça, c'est not a lot. Parce que tu joues un genre d'araignée, il y a des lasers. Ça, c'est Doranko Wanko. I don't know what this is. Et, oh, Boomer Road. Qui a l'air d'être genre un... ça fait penser à Solar Ash, vite de même. Not a Lot is a free-play robot hacking action game. The main character, Wally, uses his hacking ability to control 4 enemies and escape from a robot production factory. Doronko Wanko is a Doronko action game. In this game, you can become a cute, innocent Pomeranian, make your master's home messy and dirty. Will the master be angry with me? Don't worry, because you are a sweet doggy. What? A Boomer Road is an exhilarating action-adventure game in which players slide along boomerang rails you will create. The game is set in an ancient ruin floating in the sky, and the player slides through the vast skies at their own will while searching for artifacts. Je vais aller downloader ces jeux-là. Might check them out! Free games, ladies and gentlemen. On aime ça, les free games. D'autre part, Europa, version PC, a été reportée jusqu'à probablement l'été. Et le main reason, c'est, je sais pas si ça le dit là, c'est ça, les développeurs, c'est indie pressure. Les développeurs font ça comme side job, ok? C'est même pas leur gang-pain principal, ils ont des day jobs. He dit, this was a very hard decision and came after a lot of discussion between myself and the rest of the team, said creator Helder Pinto in an update. Europa began as a side project I created alone, and in the years since it has grown more than I ever could have dreamed of, though we are still working in the evenings and weekends around our day jobs. I'm very proud of what we've done together, which is why I can't stand the thought of releasing the game before it's in the condition we want it to be. Unfortunately, it looks like it'll take a bit longer than we expected. On peut écouter justement la vidéo qui parle de tout ça. Parce que... Hello, my name is Helder Pinto, the creator of Europa. You'll find out soon enough. We were initially intending to release the game on April 16th. However, we have taken the pretty hard decision of pushing the game to later in the year. And we are now aiming the summertime. We do not have a specific day yet for a few reasons, and I want to try and get into a few of them. None of us is working on this full time. Like, ever since I started this project, from day one, the vision was always to work on it part-time, at night time and weekends, and always try and do things that we cannot do in our main job, is working on AAA games. Both me and every single member of the team is also in this situation. Game development is hard, right? And towards the later stages, you realize that there's a lot of little things that actually amount to a lot. We've been reading your messages, we've been reading your feedback, and we took a long, hard look at the game. There was a few things missing from the demo that we wanted to make sure we include, and we wanted to make sure those things are in the main game. Europa is also a very cinematic game at heart,
It's the story of Z and his father On va Adam, ajouter un petit segment là, it's the story of a colonized dans quelques instants, les amis. terraformed version of Europa. The way that you tell that story can be very nuanced, so we want to make sure we tell that story right through gameplay. So we've been working on our cinematics a lot, and I've also been working a lot on the pacing of the game. It's playable from beginning to end. It's basically, I would say, almost finished, which is really puts me in a really interesting position where you can look at it in almost like a holistic way, like almost like a top-down bird's eye view. So it allows you to kind of like basically polishing the pacing of the game a little, like to make sure the pacing of the game to tell this narrative, and to always remember that we're trying to develop a game that's very zen-like and it's very relaxing as well. Thank you so much for your support and for your patience, and it really means the world to us. We're gonna try and make sure we can get Z in your hands as soon as possible. Thank you so much. Fait que vous voyez la réalité des développeurs indépendants. Et parlant de jeux indépendants, les amis, le review embargo pour Pepper Grinder est officiellement lifté. I can't talk about it. J'ai terminé le jeu hier. It's fantastic. Puis là, je sais qu'on préconise shorter games with worse graphics made by people who are paid more to work less, and we are not kidding. Mais le seul point flagrant de Pepper Grinder, les amis, là, le point négatif, là, c'est justement its length. It's too fucking short. You can beat it in 2 hours. C'est pas assez long pour la qualité que c'est, man. God damn. Justement, là, vous pouvez voir mon mini review que j'ai posté on Twitter, là. Just went up. Moi, j'ai donné un 9 sur 10. Malgré sa courte nature, entre 2 et 3 heures, Pepper Grinder est rapidement devenu un de mes indie platformers préférés des dernières années, avec son level design prenant avantage de sa mécanique principale de magnifique façon. C'est juste que j'en aurais pris plus, man. J'en aurais pris plus. Bon, on va aller voir ce qu'IGN ont à dire par rapport à Pepper Grinder de leur côté. Puis je vais pouvoir comparer avec 2 hours max ou 4 heures normal person. Dude, le review guide disait 6 à 8 heures. Fait que quand je l'ai fini hier, j'étais comme... Wait, that's it? Mais il y a aussi des speedruns que tu unlock quand tu as fini le level à la Tropical Freeze. Fait qu'il y a une certaine rejouabilité derrière tout ça. Which is nice. Mais c'est très très court. C'est peut-être trop bon. Mais on va aller voir ce qu'IGN ont à dire par rapport à ça, là. Puis j'ai principalement joué au travers de Steam Deck. Pour vous donner une idée, j'ai recordé ma première heure là, sur mon setup, obviously. Puis le reste, je l'ai entièrement fait sur Steam Deck. Le jeu il run flawlessly là. To describe a game as being a non-stop grind from start to finish would be considered a negative in almost any other context, but not in the case of Pepper Grinder. This energetic platforming adventure straps a high-powered drill to your hand and throttles you forward through a series of terrain-churning 2D paths, littered with enemies to pummel and challenging platform sections to navigate at speed. It's lively, fluid, and frequently frantic, and folds in some fun diversions that help each stage stand out. Even though a surprisingly short list of levels means that Pepper Grinder is here for a good time rather than a long time. Yep. Facts. The setup is simple. A young girl named Pepper washes ashore on a mysterious island crawling with narwhal-like creatures known as the Gnarlings, gets unceremoniously dropped to the bottom of a cavern, straps on a power drill and gives it the grooviest of Bruce Campbell-like revs, before riding a wave of mutilation through the monster army, and gathering enough gemstones along the way to bedazzle a pair of Beyoncé's boots. From there, it never stops feeling great to steer the pint-sized Pepper through sand and soil like a gas-fueled groundhog before emerging at an enemy's feet to give them the spikiest of surprise attacks. Yet although it involves carving holes through rock and dirt with a runaway power drill, Pepper Grinder's momentum-based movement doesn't exactly break new ground.
True. It actually feels highly reminiscent of Sega's Echo the Dolphin. Ah, man. only with Whoa, là, come on now. C'est pas Echo the Dolphin type, là. Genre, pur et dur, là, Echo the Dolphin, c'est janky as hell, ça c'est beaucoup plus tight, là. Let's be real, là. Il a quand même dit que c'est reminiscent, là. C'est peut-être moi qui exagère, mais... Surf in place of surf. C'est Swapping ça. out bodies of water for suspended chunks of earth to form the basis of an adventure that's less about landing precisely on the top of platforms than it is tunneling straight through them. Still, although it may effectively be an echo of an echo, Pepper Grinder successfully stands on its own thanks to the sheer variety of challenges to be found in its stages. Yep. In one, you might get a literal helping hand between platforms from a friendly giant. Yep. While in another, you'll dive drill first into saltwater sections and tear through the underbelly of heavily armed gnarling attack boats in order to sink them. La musique aussi est fucking cool. In fact, although Pepper Grinder is almost entirely focused on boring through rock, rarely does it run the risk of becoming boring itself. Not only does it introduce neat new ways to evolve the drill-based thrills, including a grappling hook to swing Pepper from one crumbly corridor to the next, or bodies of water to skim along like an overly sharpened stone, but it also occasionally drops in some heavier hardware to consistently change things up. Yeah. A machine gun attachment introduces captivating bursts of Contra-inspired carnage as you mow down monster mobs swarming from all directions. Meanwhile, a hulking drill-powered mech suit allows you to tear down buildings and stomp enemies ça, j'ai trouvé ça juste wacky, là. Rampage, rarely seen outside of, well, Rampage. Ouais. What's great about these entertaining enhancements is that they're used sparingly enough to keep them feeling special, and they allow for some nice surprises along the way. I went from grinding to grinning the first time I came upon a gnarly piloting a snowmobile when I realized I could punt him out of the driver's seat and take control of the vehicle myself. Not unlike the magic moments several decades ago when I first discovered I could brazenly hijack Lakitu's cloud in the original Super Mario Bros. And it all benefits from a smartly streamlined control setup built around a couple of face buttons and the right trigger, so it all feels intuitive as you seamlessly shift between boring holes through the earth to blasting bullets through enemies. While there's a healthy variety of enemy types to encounter in Pepper Grinder, it's somewhat deflating that there are only 4 boss fights to be found, but they're at least significantly distinct from each other. C'est les niveaux les plus challenging du jeu à mon avis. One involved a close encounter with a bus-sized rhino beetle that scrambled up the walls and along the ceiling, while another challenged me with toppling a towering magma worm that punched momentum-halting holes in the terrain with its own pair of damaging drill arms. While they are certainly physically imposing, none of these bosses are particularly tough to take down, since their attack and movement patterns are limited and well, excuse me, Mr. Pro Gamer. Moi, ils m'ont donné du trouble. Alright? mostly easy to avoid. Let's fit the final boss! That is, with the exception of the final boss, whose wide area of effect strikes had me riding my luck just as much as Pepper's power drill, as I frequently surfed my way within a pixel's width of death. As a result, overcoming Pepper Grinder's hardened final hurdle left me feeling invigorated as I watched the credits finally roll after multiple tension-filled attempts. It's a rock-busting blast while it lasts, but it must be said that Pepper Grinder is a fairly compact adventure, and it only took me 3 hours to work my way through the 20-odd levels that make up its 4 worlds. There you go. While it's true that it certainly doesn't outstay its welcome, I can't help but feel that it could have done with another couple of zones to plow through. Genre, au moins 2 worlds de plus, ça a été fairly parfait. Boilerplate for the platforming genre. A snowy ice realm and lava-filled fire zone might be par for the course, but I would have loved to have seen developer RH flex its considerably creative talents and conjure up a few other unique environments to house its entertaining style of subterranean surfing. As far as replay potential goes, each stage contains 5 skull coins to collect, typically hidden behind false walls or at the end of particularly tricky platforming sections. Typical Donkey Kong Country type of to unlock a bonus level in each world at the cost of 10 coins apiece. These levels are some of Pepper Grinder's most enjoyable, including a Donkey Kong Country-inspired cannon course that places the emphasis on precise timing as you bisect hovering hordes of enemies carrying spiky shields,
and another that forces you to frantically propel yourself skyward Ça through a series a of du ice gros cups cascading Tropical down Freeze frozen energy à mon waterfalls. avis ce jeu-là. Outside of these 4 bonus levels though, there's little of note to spend your hard-earned gems and skull coins on. You Des can buy bog skins. standard cosmetics like palette-swapped hair and clothing for Pepper, as well as character stickers and level landscapes that can be arranged in a fairly frivolous sticker book. Since I wasn't Yeah, particularly super interested lame. in either, I ended up with pockets lined with unspent gems and little incentive to backtrack through stages in search of the skull coins I missed. However, the time attack mode unlocked after beating Pepper Grinder's campaign did manage to drag me back in for another hour or so, since its metal-based time challenges are surprisingly strict and demand pinpoint power drilling to earn. Oh And yeah. getting into the supreme flow state required to pass them is when Pepper Grinder is at its most exhilarating. Yep. I agree, Mr. Reviewer. I agree. Like its diminutive main character, Pepper Grinder may be a little on the short side, but even this small pinch of pepper still packs plenty of punch. Plowing through platforms So feels corny. fantastic, no 2 levels ever seem the same, and there are some wonderfully destructive toys to discover and employ along the way. I do wish the boss fights outside of the final encounter were a bit more challenging, and the lack of anything meaningful to buy in the in-game store meant I didn't feel compelled to take too many return trips through each world to collect any missed currency and extend my playtime. But if you're in the mood for a short but sweet slice of propulsive platforming action of a kind rarely seen since Echo the Dolphin's last adventure, A Pepper Grinder is 7? all driller and no filler. For more IGN reviews, check out our verdicts on Open Roads and Man. South Park Snow Day, and for everything else, stick with IGN. Tu donnes un 7 juste à cause que le jeu est cool, man. That's crazy. Au moins un 8. J'ai act comme si 7 c'était encore un horrible score. But yeah, pour moi, c'est un 9 sur 10. Là, je vois pas de moyenne sur Metacritic en ce moment. Là. Mais on a quand même quelques critiques de lycée là, que je peux lire pour vous donner un indicatif de où est-ce que les critic reviews se situent. God is a Geek ont donné un 9.5 disant Pepper Grinder is one of the most entertaining 2D platformers I've played in ages with fantastic motion and seriously creative and varied stages. Noisy Pixel ont donné un 8.5 disant when taking a glimpse at the gameplay of Pepper Grinder, the brain's neurons start rapidly firing as it looks so satisfying because it is. And I'm elated to say that the experience delivers on it being an absolutely fun ride of an arcade platformer. There's no doubt that developer R8 put a ton of work into making sure all the elements align for a gratifying experience. Shaq News on un 8 sur 10 de leur côté disant Pepper Grinder is a digestible adventure that can be completed in about 6 hours. Have you played the game? 6 hours? Man, that's a lot. Peut-être comme Alexis dit, je suis peut-être juste trop bon. While there is some replay value to be had, the short runtime helps ensure the game does not overstay its welcome, making it perfect for those looking to play a satisfying platformer in manageable doses. Despite its brevity, the fluid mobility provided by the drilling mechanic and overall frenetic gameplay make for an engaging retro romp that will likely tunnel its way to your hearts. Fait que, yeah. Pas beaucoup de critiques de lister, là. Le embargo vient de lifter, mais some positive impressions de Pepper Grinder. Game's good, c'est juste que it's a bit too short, right? Ce qui est pas une mauvaise chose, right? Comme il dit, c'est une expérience qui does not overstay its welcome, ce qui est parfait. C'est juste que, tu sais, j'aurais pris comme un world ou 2 de plus. Anyway, demain, est-ce qu'on essaie un speedrun demain? Do I put the live split and shit? Je serais down. On tente le premier speedrun officiel de Pepper Grinder. On pourrait l'essayer. Je suis down de try out là. Pour montrer le jeu. Fait que Stellarblade et Pepper Grinder demain pour closer la semaine. Fait que be there or be square. Moi, c'est un avantage les quick games là. Ça me fait des jeux que je peux check off the list. Puis c'est nice de pouvoir jouer à ce jeu-là. Ouais, c'est ça, Cyfried, ça va finir au no reset. Mais c'est parce que là. Genre, j'y jouais hier, là, Cyfried. J'étais comme, ça va me faire revenir dans. Ça va me refaire pogner la piqûre pour le speedrun comme Neon White, v'là 2 ans. Genre, parce que dès que t'as un jeu qui te pousse
avec des time trials. C'est de même que j'ai commencé à speedrun Tropical Freeze back in the day. C'est que je voulais tous les gold medals sur tous les niveaux de Tropical Freeze. Puis là, j'avais tellement optimisé les niveaux que j'étais comme, what if que je tente une run complète, puis the rest is history, you know. Je l'ai déjà dit, des fois, là, au moins une fois ou 3 mois, je me pose la question, what if que j'avais poursuivi le speedrun full time de Tropical Freeze? Où est-ce que je serais rendu? Probablement en dépression. The Curse Bridge 2, The Extrication, va s'en venir du côté de l'hémisphère. It's coming in the West, due out in 2024. Semblerait-il que c'est un jeu qui est pas sorti ici, mais là, il va sortir in 2024. C'est un horror game. We got the trailer. Ok, non, c'est announced trailer. Fait que je pense que c'est juste un jeu qui est fait par un développeur japonais, mais il s'en vient aussi ici. Bref, on va regarder le trailer. Si speedrun, quelle catégorie? Sovereign, any percent glitchless, all main quests. The police released the footage imploring the public for help, but it yielded no results. That was 15 years ago to this day. Any percent glitchless? T'écoutes-tu Standing Waltz pour des tips and tricks? That's exactly it. If I can get something, this story is gonna like totally go viral. This film depicts a murder in 1960. Oh, lucky you. I know everything there is to know about Wenhua University. If it's before midnight, they can do whatever the hell they want. No. No! I've got to get out of here. Hey, who the hell's down here? Hello? Hello? She wants to eat me. There's blood everywhere. I'm up at Wenhua University. I saw a ghost. What the hell happened here? Le seul glitch exploité dans la ride que je faisais, c'était pour sûr pour avoir un deck stick infini et celui d'avoir le crate item dans le graveyard avec le boomerang. Je suis pas familier with your game du côté de speedrun. En général, c'est mon jeu préféré of all time. Hey boy! C'est correct que je les ai appris hier, yeah. Alright, fait un autre horror game to put on that wishlist, Twitch chat. Si c'est votre thing. Ensuite, 9 Souls sort sur Steam le 29 mai. I have no idea what this game is. Je regarde le trailer défiler à l'instant. It looks like a victim game. Let's watch the trailer. Mais y'a pas un jeu que c'était genre... ça semblait fucking similaire là. Bow, The Mask of Teal or something. Ooh, it's parry system? Shit, ok. C'est bien animé, c'est coloré, c'est du action platforming, dude. C'est un victim game, pur et dur. J'adore les indie games, dude. Fuck yeah, man. Way to go, indie games. You're doing your shit right. Keep going. Don't stop. Stay blessed. Ça, c'était moi qui imitais DJ Khaled. Dernier trailer. Non, c'est pas vrai.
Corpse Party 2 Darkness Distortion launches this fall on PS4, Switch and PC. Un autre spoopy game, potentiellement. On sait pas si ça vient de Exceed Games. Well, that was a whole bunch of nothing. La la. What else do we have? Open world sailing simulation RPG Sagres coming to Switch. C'est un jeu qui est disponible sur la plateforme. Currently available for PC. Sortant Early Access le 2 avril 2023. 1.0 le 18 septembre, et là ça s'en vient sur Switch. On dirait Zelda 2, The Adventure of Link. What kind of game is this? Plein de ramassis de jeux différents dans ça, là. Ça a pas l'air! Ouais, c'est mauvais que ça, pour vrai. Genre, tu collectes plein de ressources au travers de toutes les minigames que tu fais. Could be cool. Could be cool. Et là, le dernier trailer for Reals. C'est pour Anomaly Agent. Il y a le Rogue Agent Mode qui est maintenant disponible. Anomaly Agent que j'ai joué au début de l'année. Que c'est genre un de mes... Oh, merci Too Hostile pour le sub, le resub, pardon, de 2 mois. C'est... Absolument, le resub alert, c'est Congratulations, you've played yourself. Là, j'étais comme déstabilisé par le new, un autre alert plutôt, pour les resubs de moins longue date. Mais merci pour ton resub, c'est très apprécié. Fait que, parlant de choses que j'ai bien appréciées, c'est Anomaly Agent, qui était pas un Metroidvania, un action platformer, avec des mécaniques beat 'em up, là. Pixel art, all that jazz, un autre jeu qui fit dans le moule de Victim Game. Fait que let's see what the Rogue Agent Mode is all about. Je pense que c'est Roguelite, ça disait. Un autre jeu avec une great soundtrack. There you have it. C'est tout pour les jeux vidéo aujourd'hui, les amis. Côté divertissement, what's poppin', you may ask? Apparemment, les acteurs de la série Euphoria ne pensent pas que la saison 3 va exister, right? Parce que là, on a couvert plus tôt cette semaine comme quoi que là, Season 3 avait été reporté encore. Et là, ils pensent que ça va juste pas arriver, là. Un quote qui dit: It was 2 full years of HBO telling all the actors we were going back soon, so we couldn't take some jobs. Fait que là, il y a un petit froid là qui
est présent au sein des acteurs impliqués dans la série. Il y a aussi comme un paquet d'affaires qui ont survenu depuis la fin de Season 2. La grève, le décès d'un acteur, l'explosion de Zendaya aussi. C'est cave, mais je suis sûr que ça a quelque chose à voir avec tout ce qui se passe au niveau de Euphoria. Donc, The Daily Beast dit fans have been asking for the third season of Sam Levinson's drama Euphoria for nearly 2 years, but rumors recently began swirling that the show has been cancelled. This week, in a statement to Variety, an HBO spokesperson attempted to shut down the speculation, saying HBO and Sam Levinson remain committed to making an exceptional third season. But in the interim, we are allowing our in-demand cast to pursue other opportunities. C'est ça qu'on avait déjà couvert. Variety added that the scripts for season 3 are still being written. But one actor from the series who asked for anonymity in direct messages with the Daily Beast feels that season 3 is a long shot and that the waiting between seasons has been nothing short of frustrating. Since January of 2022, we have had a start date of March that turned into June, that turned into January, they said. And then they kept pushing every month from then on. It was 2 full years of HBO telling all the actors we were going back soon, so we couldn't take some jobs. HBO declined to comment further beyond their original statement about Season 3's expected release, while Levinson's team told the Daily Beast HBO has answered all those speculative questions and assured everyone of a third season as originally planned in 2025. Fait que du petit drama là, au sein de Euphoria. Puis j'ai mentionné Zendaya là, qui a blow up, mais tu sais aussi Sydney Sweeney, on en parlait la dernière fois qu'on a couvert ça, là, Jacob Elordi as well. Il y a des gros acteurs qui sont maintenant rendus établis au sens large de Hollywood. Fait que est-ce que c'est worth it pour eux de revenir? I don't know. Seul le temps le dira. Ensuite, là j'ai vu il y avait des critiques de Skull Island. Pas Skull Island, tabarnak. Godzilla vs Kong. Non, Godzilla x Kong, excusez. Ils se battent pas contre, ils team up dans celle-là. Qui ont été publiés. On les couvre pas malheureusement. Mais sûrement 7 out of 10 type movie, là, let's be real. On va couvrir Anthony Mackie qui... Do you want to be Captain America or not? What are you saying? Anthony Mackie qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de liberté créative au sein du MCU. Disant, that's the hard thing about the Marvel Universe. It's like you can't really go outside of the lines of those comic books. Fait que c'est quoi, il est pas satisfait de genre... Does want to be Captain America? On dirait qu'il est juste triste, Anthony Mackie. I couldn't care less either way. On the UK release of his new Paramount Plus action comedy Twisted Metal series, star Anthony Mackie has revealed how different navigating this video game adaptation is compared to his decade-long involvement in the Marvel Cinematic Universe. During a wide-reaching Big RT interview, Mackie was asked about whether this long-standing role in the MCU prepared him for adapting a beloved brand such as Twisted Metal, which is based on the Sony PlayStation game of the same name. Mackie said, I would say that the Marvel thing is completely different, just because it's such a space of controlled entertainment. Like, there's only so much you can do. There's only so much creativity you can bring to the table because Stan Lee gave us so much content. Whereas with this, Twisted Metal, it was like, there's a guy and a girl, go. So we were able to build a world around it. You can see the full comment in the video below. Let's take a look. Well, no, I mean I would say the Marvel thing is completely different, just because it's such a space of On dit des pubs du Roi Singe, je veux vraiment pousser le film. C'est ça que je pogne sur Twitch 90% du temps. Yeah, I'm not surprised. To the table because Stan Lee gave us so much content. Whereas with this, it was like there's a guy and a girl. Go. You know, so we were really able to build the world around it, which is, you know, how do you build that world but stay true to
the characters in the video games. And I think that's what our writing team and our directing team did extremely well. And I think that's why people enjoyed it so much, because there was nothing to latch on to. It was just like, I know this guy's name, go. You know, so when you're able to give them stories, as long as the story and the character stuff is true to the characters, the audience will always gravitate to it. Definitely. And it's like you said, the fact that, I mean, you like you said, compared to, you know, the reams and reams of comics that Stan Lee and all the other amazing creators have kind of laid down in advance, by comparison, the law, the pre-existing law on Twisted Metal almost gives you like a blanket of freedom, right? To be like, there's nothing saying you can't make this character, you know, go over here and do this thing. Ils ont pris l'univers de Twisted. C'est pas la même affaire. Tu peux pas comparer Twisted Metal à genre fucking Captain America. And that's the hard thing about the Marvel universe. It's like you can't really go outside of the lines of those comic books. You know, when we introduced the Falcon and the growth of the Falcon. Je pense pas que c'est nécessairement négatif ce qu'il dit là. All of that had to coincide with what Stan had already gave us. You know, so it was it's an interesting juggle to be a part of that world, and this was more like, let's just have fun and figure it out as we go. C'est parce que bon, discussing films, je sais pas si c'est clickbaity as fuck leur headline là, mais tu compares Marvel Comics, que ça fait des dizaines d'années que c'est établi là, countless stories, à Twisted Metal. Je peux même pas vous dire c'est quoi la story de Twisted Metal. Il y a des chars, ils se rentrent dedans. T'as un clown Sweet Tooth, que lui, il a genre un ice cream truck. That's pretty much it, tu sais. Fait que, of course, t'as plus de liberté dans Twisted Metal. Il y a rien d'établi, genre, la fondation n'est pas établie. Alors que dans Marvel, t'as comme une ligne directrice à suivre, là. Fait que, je pense que c'est ça que Anthony Mackie essaye de dire. C'est pas genre I'm sick and tired of the MCU, là. Je pense que c'est vraiment plus à prendre de ce sens-là, là. Which makes a whole lot of sense, là. Come on now. Si vous connaissez Twisted Metal, vous le savez, là. Chris, y'a pas de story là-dedans, là. Je t'ai dit. Eh là là. Moving on. Parlant du MCU. Florence Pugh! Out here, leaking some shit. Apparemment, elle avait l'autorisation de montrer tout ça. Mais elle nous a donné un aperçu du set de Thunderbolt qui débute son tournage. On écoute le tout à l'instant. Hey guys, how you doing? I know that I've kind of dropped off for a little bit, but that's partly because I was whisked off to Atlanta to go and shoot a movie that I'm not really allowed to talk much about. But I can show you some things sneakily. Yeah, as long as you don't c'est comme toutes les B-tier heroes. Ils font la team de Thunderbolt 3, si je me trompe pas. Black Widow is a Chessie. I can show you a sneak peek of some of the sets. We're in the studio right now. We're in the studio that we're shooting in on this movie that I can't tell you much about. But look at that. Ils ont juste vu des B-tier acteurs. Mais Florence Pugh, je la qualifierais pas de B-tier, là, quand même. Parce qu'elle a quand même joué dans Dune. Mais, tu sais, en termes de personnage, là, c'est pas. C'est pas des stand-out characters vraiment du MCU, là. Jake. This is Jake, our director. Hi, everybody. What are we allowed? Oh wait, Florence Pugh, a great actress. Là. Did you see her in Midsummer? I know, someone's gonna come and rugby tackle me. But Arguably son meilleur rôle. Quoique excellente dans Dune as well. How you doing? C'est vrai, elle a joué dans Oppenheimer aussi. J'avais complètement oublié Sovereign. T'as tout à fait raison. That's enough. That's it. That's all you're allowed to see. I can show you better that. No, I can't show you that. I can show you these guys. And we can say we're having an amazing time and I can't wait you to see what we've made. J'aime beaucoup Midsummer. Dude. Midsummer, underappreciated. Est-ce que c'était weird? Moi avec, j'ai beaucoup aimé Midsummer. Un des films qui m'a vraiment pas fait sentir bien. If that makes sense, quand je l'ai écouté.
Bref, we gotta wrap up les midi 34. Jesus Christ, j'ai pas vu le temps. C'est la dernière victime avant un bout. Might as well go with a bang, right? Parlant de Dune et de A-tier, S-tier actors, Austin Butler, il y a un argument à faire que c'est rendu un top echelon actor, surtout avec son rôle dans comment ça s'appelle le Apple TV show? Masters of the Air or some shit? Non, évidemment. Si vous avez Dune Part 2, c'est lui qui fait Fade Ruda, qui est excellent. Il a aussi fait Elvis en 2022, si je ne me trompe pas. Puis ça avec, là, je l'ai écouté récemment. Excellent as well. Il va être dans le prochain film de Darren Aronofsky, qui est un autre réalisateur à haute réputation. C'est lui qui a fait The Whale, entre autres. Si tu regardes son historique, là. Black Swan, Requiem for a Dream, Mother. Fait que that type of fucking thought-provoking movie. Fait que, yeah. The film follows a burned-out former baseball player who is plunged into a wild fight for survival in the downtown criminal underworld of 90s New York City. C'est intense comme concept. Sign me up. J'aime bien Austin Butler. Ensuite, Star Trek 4 is still happening and will be the final chapter for the 2009 reboot casts. Steve Hockey is writing the script. Donc, pour ceux qui ont aimé le reboot de Star Trek avec Chris Pine, entre autres, Star Trek 4 is happening. Story details remain under powerful cloaking device selon Variety, but Paramount Pictures and Bad Robot still intend the project to be the final chapter for the cast that rebooted the franchise in movie theaters with 2009 Star Trek, including Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Carl Urban, John Cho, and Simon Pegg. Bringing the cast back following 2016's Star Trek Beyond has proven trickier for the studio than finding an altruistic Ferengi. At least 3 previous attempts fell apart for various reasons, most recently with director Matt Chacon and screenwriters Lindsay Beer and Geneva Robertson Warrit that the studio had slated to open in late 2023. When Shackman left the film in 2022 to direct the Fantastic Four for Marvel Studios, however, Paramount pulled it from its slate and sent it back to the space dock. Aussi, les acteurs impliqués ont quand même assez blow up là, avec d'autres projets. Entre autres, Chris Pine is out there doing his own movies. Je pense que c'était Pullman qu'on a vu le trailer pour ça, ça a l'air fucking weird. Zachary Quinto, je sais pas dans quoi il a joué récemment. Si on va sur sa page IMDb. Ah, il fait une voix dans Invincible. American Horror Story. Ok. Zoe Saldana, of course, qui a fait Avatar, right? Qui fait Avatar et aussi Gamora dans Guardians of the Galaxy. Carl Urban, my boy fucking... J'allais dire une niaiserie. Billy Butcher dans The Boys, of course. Fait que, yeah, they be staying busy. Pullman, il n'y avait pas quelqu'un dans le chat qui disait que le monde était sorti au cinéma lors d'une représentation. Oui, je pense que t'as raison. Je pense que c'est Alexis qui avait dit ça, Benito. Fait que, yeah. The people are busy because that's the Hollywood business, baby. Keeping busy. Next story pour ce matin. Un nouveau film de Chucky in the works from Don Mancini. C'est-tu le créateur, ça? American screenwriter and producer, yeah. Most notable for Child's Play franchise. Fait qu'il back pour un éventuel retour de Chucky. I mean, you know, like anyone in this business, I want to do more things. But I mean, at this point, though, if it's only Chucky, I'm totally cool with that. Okay, ça vient d'un podcast that we will not be watching parce que time. Mais yeah, un nouveau Chucky is in the works apparemment. Next up. On a du casting, ou davantage de casting pour la série animée The Among Us. Kimiko Glenn va incarner Cyan. Faut que je fasse des recherches parce que c'est les acteurs qui ont annoncé, j'ai aucune idée dans quoi ils ont joué.
Has Been Hotel. Orange is the New Black. Can You Keep a Secret? Spider-Man Into the Spider-Verse. Ça l'a fait Penny Parker. Ok. Quand même big. Probablement block. Je serais prêt à mettre du cash là-dessus. On a Liv Hewson qui va faire le Black Among Us Guy. On va voir ce qu'elle a fait récemment. Via her IMDb page. Known for Bombshell, Before I Fall, Left It Snow in Yellow Jackets. I guess Yellow Jackets. C'est son big thing. Et on a aussi Dan Stevens qui va faire le Blue Among Us Guy. C'est con. Qui lui a fait Beauty and the Beast. What else did he do? Downtown Abbey, The Guest. Ah, il joue dans Godzilla X Kong The New Empire. Cuckoo, qu'on risque d'avoir la bande-annonce next week, ça disait là. Which I will not be watching parce que I'm not streaming. Plein d'autres affaires aussi. Ok, du monde qui ont du travail derrière eux là. Cool. Ouais, personne meurt pour de vrai. Ouais, non, c'est ça. It's all pretend. Et on termine avec le roi trailer ce matin. Good Times Revival qui sort sur Netflix. Je sais pas c'est quoi Good Time. Ça semble être un cartoon. Let's take a look at what this is. I have important news. Let me guess. The state called and they want to cut you a disability check for your face. Hold up. You can get paid for that? This is from a fool who stares at his orange juice every morning. It says concentrate on the box. Who the dummy now? Shit. Me for not wearing a condom. Okay, it's one of those cartoons. Started with my grandfather James Evans. My job as the man of this house is to take care of this family no matter what. I just want to let you know I'm gonna take good care of Gray. Who is this I'm about to kill? Juan, my boyfriend. Daddy, let him go. Wait, Stephen Curry. Wait, c'est qui l'executive producer? Stephen Curry? Seth MacFarlane? Okay. Junior's repeating the 10th grade for the 3rd time. Is there anything you can suggest to help him get to the drive-thru? Can you do OnlyFans? Take off your shoes. Let me see what kind of feet you working with. What the fuck? Dear Black Heavenly Father, College Redeemer, if you could just help us. Son, it's for you. New phone. Who this? At least they ain't got that drug dealing baby under my roof no more. Fait que c'est très stéréotypé là. Milk right now. Dalvin, why are you so breast obsessed? It's childish, man. Bruh, I'm a baby. I can't get no more childish than that. In a nocturnal state of mind. Your neighborhood is a real shithole. It's the system. They put the guns and drugs on the streets. Bon, mais ça explore aussi, ok. This is getting dangerous. I won't just sit back and La réalité des ghettos. I love you too very much. Everything black. The revolution will not be televised. Come on, Rosa Parks, can't you just enjoy this? C'est-tu Elon Musk? Sacrement. We're just as good as the Evans of old. Isn't that just dynamite? But the truth is, we're the Evans of new. Bitch, you look like money. Everything black. What about the struggle? We're black. It'll be here tomorrow. Everything black. Blackbird, black moon, black Yeah, ça a l'air d'explorer la réalité. Wait a minute. The baby? Little baby? And baby? Too many babies around this crib. Ça a l'air tellement con, mais je serais down de l'écouter pour vrai. Mais c'est ça, ça a l'air d'être exploré justement le struggle de black folk là, aux États-Unis spécifiquement. Mais ça dit que c'est un revival, fait que ça veut dire que ça a déjà existé. Oh, ok! C'était un sitcom, genre. Janet Jackson était dedans? Ben écoutons. Là c'est rendu un peu plus... Wait.
Je pensais avoir vu quelqu'un. J'étais comme, is that O.J. Simpson? J'étais comme, what the fuck? Je suis sûr que c'est 90% fidèle à l'original. Mais je pense que c'est ça, là. C'est plus genre... ça va plus être adapté pour la culture Gen Z actuelle. Là. Fait que ça va être un peu plus over the top. Prochain trailer, c'est pour The Sympathizer. Qui, ça, c'est une série, si je ne me trompe pas, qui va sortir sur HBO. Ça m'en vedette Hua Xuad, Robert Downey Jr. et Sandra Oh. Welcome to the world of spycraft. What are you concealing? Biracial. Bilingual. That was a synthesis of incompatibilities. So what did I do? Welcome to the world of spycraft. Get down! Saigon, 1975. I was a man of two faces. You are the only one I can trust. The war was ending. Yo! And I awaited my new assignment. My protege. Jesus. So where are we going? To the next harbor on your CIA voyage. America. By the time I'm through with you, you'll be able to blend in with the Harvard rowing crew. Let's get down. Let's get funky. Get down. You play your part. Damn, Robert Downey Jr. being Robert Downey Jr. What are you concealing? It's gonna be good. Old friend. We sent you to America so you could be our mole. Remember our mission? Tôi thông báo với anh nhiều cái tôi. Đồng chí. Ooh, plot twist. This communist sleeper agent right under our nose. Believe it or not, your name came up once. The success of any classified operation rests largely on how classified it manages to remain. Don't you agree? How did you become this? Wisdom! I don't know if I can go on like this. Phải intense. Sẽ tìm được cách mà luôn làm được. Okay, you have my attention. What's up, Frank? Le dernier trailer, c'est pour le fucking film de la Pop-Tart Unfrosted. Où est-ce que... what's his name? Le Oompa Loompa, Hugh Grant va faire Tony the Tiger. On se souvient tout de ça. On a la première bande-annonce pour ce film qui sort le 3 mai sur Netflix. Yahoo! Oh my god. I believe we have split the atom of breakfast. In the early 1960s, the American morning was defined by milk and cereal. And the two undisputed giants of the cereal world were Kellogg's and Post. Dude, major news from I'm the breakfast sold. world. The Post cereal company Jerry has reportedly Seinfeld? invented a shelf-stable fruit pastry Main breakfast character en bar. plus? No. Yeah. Boy. It's Post. They did it. I'm about to finally crush that big red K that never stops glaring at me. How do you think Post did Ok, it? t'as quand même des There's cringe always a actors, mais surprise ça a l'air inside the stupide box. assez pour que They use xanthan gum. j'écoute. Kellogg's is entering the race to reinvent breakfast with the help of Steve Schwinn, Chef Boyardee, and Jack LaLanne. They're stacking the deck with ringers. You know Isaiah Lamb from Quaker? You Kellogg's people. We're about to have some very powerful people very upset. There he is, Hugh Are you Grant. making any progress? It's not to scale, but What are you guys, 5 years old? Little John draws better than that. And I think there's something wrong with him. nobody said this was gonna be easy. We're talking about happy childhoods for millions of American kids. The important thing is the name.
Fruit magoos! What? No. Heat 'em up and eat 'em ups! No sale. Oblong nibblers. Is this a joke? Whoever gets to the shelves first is gonna win this thing. Give up the tarts, old man! How did it get this far? It's breakfast. Things happen. Si, boy. Is this a cereal company? Why did my husband explode? Hey, t'as quand même un huge cast là, what the fuck? Mon petit doigt me dit aussi que ce n'est pas exactement comme ça que la création de la Pop-Tart s'est produite. Ça a un peu été exagéré. But sign me up! Je suis down d'écouter ça là. Un petit vendredi ou samedi soir, ben peinard dans le divan à manger mes Pop-Tarts que je ne mange pas typiquement. Mais pour le meme, I will. Fait que le 3 mai on the Netflix. Mesdames et messieurs, c'était la dernière minute. La dernière minute. Oui, la dernière VIICTIIMINUTE. Avant un petit bout, comme vous savez, la semaine prochaine, je prends un break de coverage, de streaming, de contenu. Je pense pas que ce soit vrai à 100%, mais bref. La VIICTIIMINUTE prend une petite pause pour la prochaine semaine. Donc, next week, ne me cherchez pas. C'est potentiellement sûr à 100% que je ne suis pas sur Twitch l'entire week. Question d'avancer le backlog, de me ressourcer. Right? Toutefois, demain, je vous invite à venir faire un tour pareil parce que même si vous avez congé potentiellement, right? C'est vendredi saint. On va découvrir la démo de Stellar Blade et je vais speedrun Pepper Grinder. Fait que soyez là pour voir tout ça. On va peut-être avoir le world record de Pepper Grinder, who knows? Ça serait actually pretty fucking funny si on réussit à avoir le world record or something. Juste parce que ça va être genre la seule run qui va être mis en ligne là. Bref. Fait que c'est ça. Fait que demain, un dernier stream très léger, très laid back pour closer la semaine en force avec 2 jeux qui me hype excessivement. Puis yeah, il y a quand même tu vas sûrement avoir du coverage sur la chaîne YouTube next week là. Puis peut-être un stream sur YouTube exclusivement. Fait que soyez à l'affût. Raison de plus de me suivre sur les différents socials. Puis justement là, pendant que Nightbot. Non, je pense qu'il n'y a pas de commande de Linktree. C'est pas expansion socials. There you go. Je l'utilise tellement rarement que je me souvenais pas que c'était ça. Fait que ça, j'allais dire raison de plus de rattraper la VIICTIIMINUTE vu qu'elle va être en pause pour les prochains jours. Fait que fingers crossed, là, je le souhaite. Ça m'étonnerait parce qu'on a le break de Pâques là. Fingers crossed qu'il n'y a pas some earth-shattering video game announcements ou news or whatever qui vont me forcer à faire une VIICTIIMINUTE d'urgence. Ok? I wanna play games. Quoique ce week-end, avec les 4 jours de congé, je vais avoir le temps. Mais reste que le but, c'est de take the entire week off, you know? Fait que c'est ça qui est ça. Pour les gens qui m'ont rejoint ce matin, je vous remercie. There will be more news coverage pour le reste de 2024 au travers de l'industrie du jeu vidéo et du divertissement au fur et à mesure qu'on parcourt au travers l'année. Et aussi d'autres coverage de Spotlight, video games, indies, all that stuff. Fait que restez à l'affût. Ce n'est pas terminé dans les boys. Juste que ce break-là va me profiter de justement avancer mon backlog pour des fins de couverture. C'est spécifiquement pour ça. Et aussi, ça va juste me permettre de décrocher puis de recharger ma batterie. Parce que, vous le savez là, your boy doesn't stop. 5 days a week, en plus de travailler un day job, c'est ça. Takes a toll on you. Surtout quand t'es coordonnateur d'une fucking division du service des loisirs. Cette ère-là est passée, mais c'est ça. On veut pas avoir un autre épisode comme last year où j'ai dû prendre un mois off parce que j'étais juste trop débordé. Fait que sur ça, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se revoit demain pour some gaming action. Et until then, allez voir ma première heure avec Pepper Grinder sur la chaîne YouTube. Ou non, vous pouvez vous abstenir puis juste passer dans le stream demain pour voir le jeu en entier parce que je l'ai déjà fini. Yeah, that type of deal.
Vous choisissez ce que vous voulez. Sur ce, bonne journée, bye, peace out, adios, au revoir.